Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Passionné. Dans cet épisode, je reçois Thibaut, venu nous parler de sa passion, l'improvisation théâtrale. Découverte presque par hasard, si Thibaut s'est lancé dans l'impro au départ pour des raisons avant tout pratiques, aujourd'hui elle occupe une place centrale dans sa vie. Entre anecdotes, débunks, prises de recul et bien d'autres choses, cet épisode, je l'espère, vous permettra de découvrir et ou de vous faire une idée plus juste de l'impro, loin des clichés et a priori. Il nous a permis aussi de raviver plein de beaux souvenirs, d'où peut-être sa longueur un peu inhabituelle. J'en profite d'ailleurs pour faire un clin d'œil à Josette. Où que tu sois, sur les planches, les tables ou ailleurs, merci de nous avoir marqués par ta gentillesse, ton authenticité et ton incroyable sens de l'aléatoire. Je vous souhaite à toutes et à tous sincèrement d'avoir des Josettes dans vos vies et de devenir des Josettes en vieillissant. Sur ce, on démarre tout de suite avec cette première question. C'est quoi pour toi la définition d'une passion ? Alors du coup, j'ai eu le privilège de pouvoir écouter des épisodes déjà et de suivre un peu le podcast, et donc j'ai un peu réfléchi à ma définition au préalable. Et je pense que la plus juste, c'est que pour moi, une passion, c'est un truc qui occupe tout le temps un coin de ta tête, sans s'arrêter. Tu y penses au moins plusieurs fois par jour, et de manière agréable. Et c'est un peu un refuge mental sur quoi qu'il se passe autour, au moins il y a ça. Et je peux m'y réfugier, je peux y penser, je peux élaborer des trucs dans ma tête qui ont rapport à ça. Mais quelque chose de forcément très positif. C'est un peu l'inverse d'un souci en fait. Et la deuxième définition que j'avais un peu en tête, mais avec laquelle je serais peut-être pas toujours d'accord, c'est que c'est un truc dans lequel quand tu as la tête dedans, le fil du temps se déroule sans que tu le freines jamais. Tu peux y passer un temps infini sans t'en rendre compte. Le côté un peu gouffre temporel. Ouais, la chronophagie à l'état pur. Pour moi, c'est ça une passion. C'est un truc où je parle vraiment en temps quand t'es en train de le faire, mais aussi le temps que tu vas y accorder dans ta vie. Et le sujet dont on va parler aujourd'hui, pour moi, c'est ça. C'est que la place que ça a pris dans ma vie a pris des proportions énormes à certains moments. J'ai pu reprendre le contrôle des fois, mais globalement, ça prend un temps gigantesque. Et donc du coup, pour développer un peu, t'es venu nous parler de quoi justement aujourd'hui ? D'improvisation théâtrale. D'accord, ok. Donc ça, aujourd'hui, c'est ta passion, donc le théâtre de manière générale ou l'impro vraiment L'improvisation théâtrale, vraiment, ouais. L'impro et pas le théâtre au sens où on peut l'entendre à texte Et classique. est-ce que tu veux bien essayer d'expliquer en quoi ça consiste, justement, la différence avec le théâtre un peu plus classique qu'on connaît ou de l'idée générale qu'on se fait du théâtre de manière générale ? Alors, c'est un art dans lequel le but est de monter sur scène sans fil, sans texte en tout cas, ça c'est sûr. Parfois sans fil rouge du tout, c'est-à-dire même pas un canevas, rien. Parfois, on va avoir un petit peu ce qu'on appelle des formats, donc un cadre dans lequel on va jouer. Et on joue avec le fait de savoir que le public lui-même sait qu'on n'a rien dans la tête. Donc je pense que je vais y revenir plusieurs fois, mais on regarde deux choses en même temps. On regarde une histoire se dérouler sous nos yeux, comme dans n'importe quelle fiction, et on regarde aussi les gens qui la racontent la raconter. Donc voilà, c'est ça la différence avec le théâtre. Après, il y a des origines historiques à l'improvisation, notamment francophone, qu'on peut retracer, mais l'improvisation de base, c'est ça, c'est un peu ce que font les enfants quand ils jouent à se raconter des histoires et à jouer ensemble et à croire premier degré qu'ils sont, enfin pas premier degré, mais en tout cas à jouer vraiment, incarner des personnages et à les tenir et à jouer une histoire. C'est un peu ça, mais fait par des adultes ou des enfants, mais en tout cas voilà, c'est ça, c'est essayer de reproduire ces conditions-là de jeu devant un public qui sait ce qu'on fait. Mais c'est intéressant ce côté parce qu'il y a presque une idée de contrat qui se fait entre les acteurs et le public dans ce que tu dis, de dire le public sait et accepte qu'il n'y a pas de fil conducteur. Et du coup, en fait, il y a ce contrat de se dire, quel que soit le moment où on vient, ce sera une représentation différente, ce sera une issue différente, etc. C'est, même si, quand tu vas voir une pièce de théâtre, par exemple, chaque représentation peut être différente à sa manière. Mais là, le déroulé complet peut varier ou va varier forcément d'une soirée à l'autre. Oui. Et du coup, donc, tu as parlé de format. Je veux bien qu'on revienne là-dessus parce que moi, la première, l'improvisation, par exemple, je connais essentiellement le format, du coup, match d'impro. Donc, où tu as vraiment
plusieurs équipes qui s'affrontent, des thèmes écrits par le public, tirés au sort. Des fois, tu as même des contraintes. Et ensuite, chacun va jouer pendant X temps sous ce thème et sous cette contrainte. Mais du coup, j'arrive pas trop à me figurer justement quel autre type de format peut se prêter à l'improvisation. Il y en a plein. Alors le match déjà, c'est très francophone en fait. Ok. Alors je suis peut-être pas un expert de l'histoire de l'improvisation et tout ça, mais moi de ce que j'en ai compris en tout cas, c'est que le match c'est un truc très francophone. Là où par exemple aux États-Unis, ils ont plutôt démarré par des formats très très libres où en fait il n'y avait pas du tout C'était peut-être une petite contrainte qui allait être donnée à plusieurs comédiens et ils allaient jouer librement là-dessus, ou alors on allait jouer. Il y a un format très célèbre qui vient des États-Unis, si je dis toujours pas de bêtises, qui s'appelle le Harold, où on va jouer plusieurs histoires, et puis on va les entremêler, et puis on va les entremêler de plus en plus, et on va avancer comme ça. Donc en gros, il y a le match qui, en France, vient du Québec, enfin en francophonie, on va dire, vient du Québec, et en fait c'est des Québécois qui, c'est toujours la légende que j'ai entendue, ont vu que les théâtres étaient vides, les matchs de hockey étaient blindés, et ils se sont dit comment on va faire un truc qui mêle les deux et reprendre tous les codes d'un match, mais au format théâtral. Ok. Donc ils ont créé ça. Enfin, c'est ce que la légende raconte Ouais. en tout cas. Robert Gravel et le Duc, Yvon, si ma mémoire est bonne. Et donc en gros, le match c'est des affrontements avec un arbitre, dans tout ce qu'on peut imaginer d'un arbitre, qui a un personnage, du coup c'est un peu... quelqu'un de volontairement dur, un peu injuste parfois, qui va donner des catégories, des titres ou des thèmes. Et chaque équipe va s'affronter sur ces thèmes-là, soit en jouant ensemble, soit en jouant chacun leur version. Et le public va voter systématiquement pour le truc qu'il a préféré, l'équipe qu'il a préférée. Et l'improvisation s'est beaucoup répandue en francophonie sur ce format-là, qui a très très bien marché et qui aujourd'hui continue d'être celui qui attire... la plus grande masse de public. Et les autres formats, pour enfin répondre à la question, ça va être... va y avoir alors, on va distinguer le short form et le long form. Short form, ça va être un peu comme le match, c'est-à-dire on va jouer plusieurs successions de petites histoires plutôt au public, qui parfois vont avoir des liens, parfois non. Et le long form, ça va fortement s'apparenter à du théâtre. On peut avoir un petit cadre qui va nous donner une idée générale. Je pourrais donner des exemples. Et ce petit cadre, on va y jouer dedans pendant 1 heure et demie, et on va raconter une seule histoire. On va camper des fois plusieurs personnages, des fois les mêmes personnages dans toute cette histoire, et on va raconter une histoire sur un temps long, de 1 heure et demie, mais toujours pareil, avec des techniques de pure improvisation. On n'a rien dans la tête au début, on va peut-être prendre quelques impulsions de la part du public, pour lui prouver justement que c'est de l'improvisation, et on va écrire pour lui une histoire de A à Z. Donc en gros, on peut classer à peu près tous les formats entre short form, forme courte, et long form, forme longue. Et à partir de là, et c'est ça qui est génial, c'est que tout est possible. Et il y a des gens qui vont adorer justement être des créateurs de formats, c'est-à-dire comme si on créait un jeu à chaque fois différent, et on va dire, quel serait le format le plus intéressant pour improviser pendant 1 heure et demie dedans, quoi. Voilà. Du coup, je reviens 2 minutes en arrière sur le format long. Du coup, ça veut dire que tu pars pour jouer 1 heure sans avoir de trame, sans avoir aucune préparation, ou tu as quand même une phase de préparation avant, où tu parles avec tes coéquipiers en mode « Ok, on va aller dans cette direction ». Tout s'écrit au fur et à mesure, vraiment ? Tout s'écrit au fur et à mesure. Ouais. Et le but, moi c'est ce que j'ai fini par apprendre après des années, c'est que le but c'est justement de n'avoir vraiment préparé le moins possible, parce que c'est là qu'on va avoir le risque le plus fort de raconter soit des trucs un peu convenus, soit pas surprenants. Et donc le but c'est de n'avoir vraiment rien dans la tête quand on monte sur scène. Et c'est un peu ça le contrat, c'est-à-dire je monte sur scène devant vous, et la promesse c'est je vais vous raconter une histoire alors que je ne la connais pas moi-même. Mais c'est fort parce que du coup, c'est un gros travail d'écoute aussi avec tes partenaires, parce que pour arriver tous dans la même direction et trouver une chute à la fin quand même à l'histoire. Ouais, alors c'est beaucoup d'écoute, mais on va pas forcément tous aller dans la même direction. Et c'est ça qui est fun, c'est que on va jouer avec des gens qui parfois nous emmènent sur des terrains où on n'aurait pas du tout pensé à aller. Okay. Et le jeu commence là pour moi, c'est cet état de déséquilibre que je vais systématiquement rechercher. Moi, c'est le moment où je me mets à découvrir en même temps que le public l'histoire qui est en train de se dérouler, et où je perds de l'avance dans ma tête par rapport à ce que j'adore atteindre ce point d'équilibre qui s'atteint parfois avec de l'entraînement, c'est que
on arrive à être vraiment en découverte spontanée. C'est-à-dire que ce qui se passe là dans la seconde suivante, je suis pas capable de le prédire, je suis en train de le vivre et je suis sur le... C'est très compliqué à décrire comme sensation, mais c'est ça qui fait que c'est aussi très grisant, c'est que il y a des fois on va se dire ah ben, je vais rentrer, je vais faire ça. Et le stade vraiment d'improvisation pure, pour moi, il s'atteint quand on ne sait plus ce qu'on va faire dans la seconde qui va suivre. Et donc on joue avec une partie de nous qui nous est presque inaccessible le reste du temps, quoi. Voilà. Mais tu vois, ça me fait presque penser, bon, c'est peut-être parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais au côté jeu de rôle avec les meneurs de jeu qui arrivent avec leur scénario hyper bien ficelé et en fait, en face d'eux, ils ont des personnages un peu chaotiques ou juste avec leur imagination, ils vont les amener dans une autre direction. Et les bons meneurs de jeu, c'est ceux qui se disent « Ok, bon bah let's go, on y va, allez, c'est parti !» Et en fait, c'est ce qui donne les meilleures histoires au Absolument, final. ouais. Bah, il y a énormément de points communs, c'est pour ça que je suis aussi tombé après dans le jeu de rôle, mais c'est qu'il y a énormément de points communs entre les deux. Accepter de se jeter dans ce gouffre-là sans savoir où on va, et que pour autant, quand on regarde ça du point de vue public, ce soit pas vide de sens, c'est le Graal. C'est-à-dire que parfois on a des gens qui se sont... Il y a un peu un truc, une convention, où quand on démarre un spectacle d'impro, on va toujours demander en général qui n'a jamais vu d'improvisation théâtrale, pour un peu expliquer que, et vraiment faire la promesse de tout ce que vous allez voir ce soir ou aujourd'hui est parfaitement improvisé. Parfois on le fait pas, et à la fin du spectacle, on a des gens qui viennent nous dire bah, j'étais persuadé que c'était écrit, ou même moi ça m'est arrivé on discutait avec des gens, on venait de jouer, et les gens discutent, on parle de l'histoire du spectacle et tout ça, et au bout d'un moment ils captent par rapport à ce qu'on est en train de leur dire que c'est de l'improvisation. Et en fait, on se rend compte au bout d'un quart d'heure de discussion sur l'histoire du spectacle que ils viennent de capter à la fin du spectacle que c'était improvisé. Et ils nous disent ah ben si on avait su ça, on aurait trouvé ça encore plus génial du coup. Et donc c'est à la fois un trop bon compliment et à la fois un truc où on se dit bah merde, c'est dommage quoi parce que et donc ouais je sais plus d'où je suis parti, mais en gros voilà ce truc de création spontanée, il est vraiment très 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 important dans l'impro. Et toi, du coup, parmi les formats dont tu parlais, les différents formats, c'est quoi celui que tu pratiques le plus Ben, un peu tout. Ok. Il y a eu un peu des phases dans l'improvisation que j'ai pu connaître moi, où tout le monde jouait un peu le même truc au même moment. Quand j'ai démarré, c'était beaucoup du match. Puis dans les années, je dirais 2015, par là, tout le monde s'est mis à découvrir le format long. Et donc tout le monde a fait du format long, en dénigrant un peu le match, en le mettant un peu comme un truc mainstream. Et puis après, on s'est rendu compte qu'en fait, le match, c'était pas si mal. Donc on y est quand même un peu revenu. Et aujourd'hui, on va jouer un peu de tout. Et il va y avoir des trames de format long. On va jouer des fois avec certaines écoles de jeu. J'ai envie de partir, du coup, on va expliquer tout, mais on y reviendra. Mais, Non, mais tu peux vas-y. ben, en gros, je sais pas, par exemple, il y a beaucoup de gens qui se sont mis récemment à faire des comédies musicales improvisées. Donc ça a été la mode. Toutes les troupes faisaient un peu leur sauce de comédie musicale improvisée. On reprend les codes de la comédie musicale, on fait des formats d'impro autour. Récemment, on a beaucoup joué aussi avec l'ironie dramatique, c'est-à-dire, par exemple, le public sait quelque chose sur l'histoire, ou est complice d'un truc, et on va jouer à ça. Par exemple, 2 comédiens vont jouer pendant 1 heure. Le public, il a donné 3 choses à un comédien que ce comédien doit faire à l'autre, et inversement pour l'autre personnage. Et donc on joue beaucoup avec ça sur le public qui regarde le spectacle, en s'amusant de les voir essayer de s'emmener dans une direction. Donc ça a été une mode aussi. Et donc pour répondre à la question, moi j'aime bien garder énormément de variété aujourd'hui. Et si je devais garder qu'un seul truc, bah j'ai pas de réponse en fait. J'aurais dit le format long il y a de ça 5 ans, mais je suis plus d'accord avec ça parce que j'aime beaucoup l'énergie du format court aujourd'hui. Donc vraiment très honnêtement, justement ce que j'aime dans l'impro aujourd'hui, c'est la diversité des spectacles qu'on est emmené à jouer. Le format long va un peu s'apparenter à un exercice d'endurance. Faut tenir sur la longueur et faut vraiment rien lâcher, même si l'histoire part mal, faut vraiment essayer de la ramener sur des bons rails et tout ça. Mais on a un peu plus de droit à l'erreur, parce que si on fait un truc qui marche pas de ouf sur une scène, on va pouvoir dans les 20 minutes, demi-heure suivante, le ramener sur des bons rails. Et j'aime bien le format court qui va s'apparenter à du sprint un peu, c'est-à-dire qu'on a 3, 4, 5 minutes max pour raconter une histoire qui démarre, qui finit, avec des personnages intéressants, des répliques qui vont marcher et tout ça. Et donc j'aime bien cet exo le côté performatif du match m'attire beaucoup plus, et du format court en général. Donc j'aime bien les deux, voilà. Et aujourd'hui, t'es dans plusieurs troupes ou t'es dans une seule qui fait tous les formats différents ? Les deux, je suis dans une troupe un peu généraliste qui va proposer plein de formats différents.
Et après, je suis dans des groupes, on va dire, on peut pas appeler ça des troupes, mais on va dire c'est un groupe qui va jouer qu'un seul spectacle donné. Et en tout, ces groupes-là, je sais pas, je gravite entre 2 ou 3 ou 4, ça dépend des moments de l'année. Il y a des projets qui vont naître et puis s'arrêter sans que ce soit un problème. Il y en a d'autres qui vont durer. Mais ma troupe centrale, ouais, produit un peu tout, quoi. Elle est un peu généraliste. On va faire des fois du match, des fois du format long, des fois du format court. Ça varie beaucoup. Ok, trop intéressant. C'est fou parce que c'est quand même un truc dont j'entends parler, je connais depuis des années, et je n'avais aucune idée de ces formats-là. Mais non, mais pour de vrai. Mais ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup... c'est en mouvement permanent et justement, c'est ça qui fait qu'on y est encore... moi, ça va faire... je sais pas, ça fait plus de 15 ans que j'en fais aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'y suis encore, c'est parce que je continue à découvrir des trucs dedans et que c'est en perpétuelle mutation. Donc c'est normal aussi un public qui va voir un spectacle, il présage pas des fois de tout ce qui peut se jouer sous cette forme-là. J'avais une question qui me trottait dans la tête. Alors, c'est peut-être une question bête, mais je me sens quand même obligée de la poser. Est-ce que dans l'improvisation, on est toujours que sur de la comédie? Ou est-ce que ça se fait, la tragédie ou une autre forme, ou je sais pas, des enquêtes policières ou j'en sais rien. Est-ce que ça se fait ça ou vraiment c'est quelque chose qui est quand même réservé plutôt à l'aspect comédie quand même du théâtre? Alors c'est pas une question bête, c'est même un peu la question qui va animer plein de débats entre improvisateurs. Ok. Donc je vais donner ici ma réponse, mais il y a peut-être des improvisateurs qui écouteront, je te le souhaite, le podcast, et qui auront peut-être des versions complètement différentes. On peut faire vivre toutes les émotions avec de l'improvisation. J'ai déjà vu des gens pleurer pendant un spectacle, de par certaines scènes, etc. Avoir peur même. Enfin, c'est déjà arrivé que je vois ou que je participe à des spectacles qui arrivent à susciter une émotion sincère de peur sur certaines catégories et tout ça. Mais globalement, les publics qui se déplacent pour voir de l'improvisation attendent. Il y a un rapport un peu comédie club quand même toujours. Ils attendent un peu du rire. Et c'est l'émotion qui, pour moi, encore une fois, va être le meilleur liant pour les gens, c'est-à-dire que on joue entre nous, mais on joue aussi avec le public, et l'émotion qui va le plus détendre tout le monde, ça reste quand même globalement le rire. Et c'est ça qu'on peut faire venir le plus... Alors ça peut être très dur de faire rire, mais le plus facilement quand même, malgré tout, c'est ça qui va venir. Et donc moi j'en suis venu à me dire depuis un certain temps que on peut emmener le public vers d'autres choses, mais avant tout, on peut les emmener vers le rire, par le rire, et ensuite, une fois qu'on s'est tous apprivoisés les uns les autres, public, comédien, si on sent que l'histoire nous y emmène, on peut les traîner vers des choses un petit peu plus, je vais dire sensibles, c'est pas le mot, mais en tout cas plus dans l'émotion, plus dans des choses un peu plus profondes, parfois avec des messages qu'on fait passer volontairement ou pas. C'est-à-dire que des fois, on va finir un spectacle et on va se dire, ah ben tiens, ça parlait, je sais pas, de la paternité ou du deuil. Et en fait, cette thématique-là, on la voit à la fin en regardant le truc fini, mais on a joué sans se rendre compte qu'on parlait de ça. Donc en fait, tout est possible, mais il y a un espèce de contrat qui aujourd'hui... au départ, en tout cas, une partie du public s'attend à venir voir de l'impro pour quand même passer une soirée, globalement passer sous le signe du « on va rigoler ». Et justement, c'est encore mieux quand on les emmène vers autre chose. C'est un peu comme, je sais pas, les meilleures comédies, je trouve. C'est des trucs où en fait on parle quand même les histoires sont profondes, les personnages vont beaucoup nous toucher, et c'est pour ça qu'ils vont beaucoup nous faire rire et nous émouvoir et tout ça. Je sais pas, je pense à ça, mais il y en a plein d'autres. Les films de Toledano, Nakache, Intouchable, Le sens de la fête, ce genre de trucs. Ça te fait beaucoup rire, mais malgré tout, ça va te toucher beaucoup à un moment donné. Et c'est pour ça que ça te fait rire, et c'est pour ça que ça te touche, enfin ça se nourrit. Le rire et les autres émotions vont se nourrir les unes les autres, donc je mets l'impro sous ce signe-là. C'est-à-dire que le rire est un passage obligé, pour moi, mais on peut faire 1000 autres trucs. Oui, c'est un peu un des ingrédients de base, mais après, tu rajoutes ce que tu veux dedans et c'est ce qui va pimenter l'histoire, la nourrir, etc. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, dans ce que tu dis, ça fait plusieurs fois que tu parles de contrat avec le public, de selon la réaction du public. Est-ce que tu as la sensation qu'une impro, elle prend une direction aussi en fonction du retour du public qui est en face? Ou bien vraiment vous arrivez à vous imaginez que vous jouez devant une salle vide et que vous jouez pour vous à l'instant T? Ou vraiment le public est moteur quand même là-dedans? Il est central. Ok. Ouais, on peut pas faire de l'impro. Enfin,
si on peut, mais c'est très difficile. Mais on peut pas faire de l'impro vraiment captivante et intéressante pour tout le monde sans un public qui est un thermomètre permanent de ce qui marche pas, ce dont les gens ont envie, ce dont les gens ont pas envie. Donc il faut ça pour... par exemple, pendant le confinement, on avait fait des trucs filmés, où je pense que c'était sur Twitch, mais en gros, il y avait un chat en direct qui commentait, mais nous, on le voyait pas, et on jouait devant un théâtre dans lequel on avait l'habitude de jouer, qui était vide, et on avait juste 3 techniciens devant nous qui étaient au son, caméra et tout ça. Mais en fait, on n'a pas joué le spectacle pour les gens qui étaient sur le chat, on a joué le spectacle pour les 3 techniciens qui étaient devant nous. Parce que ce qu'on entendait, ce qu'on sentait, c'était leur rire, leur réaction. Donc le public est vraiment... c'est un art vivant, quoi. Et donc je pense que des acteurs de théâtre diraient la même chose. J'ai déjà entendu ça même dans des interviews d'acteurs et tout ça, qui disent que le cinéma c'est cool, mais globalement c'est dans le théâtre qu'on va chercher un truc beaucoup plus de l'ordre du ressenti profond, et on a vraiment l'impression d'être en communion avec les gens, et du coup ça va beaucoup dépendre de la salle, de comment elle réagit. Parfois on va jouer devant 5 personnes, mais il y aura un ressenti 2000 personnes parce qu'ils vont être comme des oufs et qu'ils vont réagir à tout. Parfois on va jouer devant 100 personnes, et puis la salle est froide, et du coup forcément le spectacle donne pas la même chose. Et des fois on va se dire, on a été... Enfin, on va jamais se dire ça, mais on va avoir l'impression d'avoir été des génies un soir, et que le spectacle a trop bien marché, on se tape dans les mains, trop cool. Et puis on rentre sur notre vélo ou dans notre voiture après, on se dit, mais en fait, c'est le public qui a tout fait, parce qu'ils étaient surchauds dès le début, ils nous ont portés, ils nous ont pardonné beaucoup d'erreurs qu'on a fait au début, et puis ils ont beaucoup ri à des trucs qui méritaient peut-être pas autant. Du coup, ça nous a chauffé, donc on avait envie de leur en donner plus, etc., etc., etc. Donc je pense vraiment que le public, c'est le nerf du truc, quoi. C'est presque un acteur à part entière au final de la pièce. Enfin, de la pièce. Je sais pas si on peut appeler ça une pièce du coup, vu que c'est de l'impro, mais du spectacle en tout cas qui Ouais. connaît. Ouais, on joue pour un public, et même quand on est en atelier, parce qu'on travaille toutes les semaines, 2 fois par semaine. Enfin, en tout cas, on a des séances régulières de travail, quoi. Et ceux qui ne jouent pas à l'instant T, qui sont en observateur de la scène, ils sont un public à ce moment-là. Et en fait, on joue pour eux aussi, même s'ils sont 5, même 3. C'est pour les gens qui regardent qu'on joue. Et autre digression possible, mais c'est un peu mon sujet du moment, c'est être le public des autres qui jouent avec nous aussi. C'est-à-dire cette sensation trop bien de quand t'es en train de jouer un truc et que tu sens l'œil qui frise chez ton partenaire de jeu, de j'ai envie d'exploser de rire, c'est trop bien ce qui se passe, mais on va pas rire, on va tenir la scène. Ou parfois on va rire, tant pis, mais ça le public va aimer parce que du coup il voit qu'on s'amuse derrière le masque, quoi. Mais donc même si on jouait qu'à 2, l'autre serait le public de l'autre, en fait. Voilà. La configuration impossible pour moi, c'est de jouer tout seul. Oui, de faire de l'impro. Voilà. Il y a des gens qui font des solos improvisés, mais ils jouent avec le public, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent quand même des réactions qu'ils ont en face. Ils sont pas vraiment tout seuls. Est-ce que tu te souviens comment t'as découvert le théâtre d'impro, justement? Un peu par hasard. À la base, un peu par hasard, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 trucs simultanés. Alors, je sortais de lycée, j'étais à Pau en tant qu'étudiant, et en même temps, je revenais beaucoup sur Bordeaux dans un groupe de théâtre où je faisais du théâtre toujours. Et ce groupe-là faisait à la fois une pièce de théâtre qu'on montait tous les ans et un peu d'impro. Donc c'était, je crois, 3 fois par an. Et on faisait un spectacle d'improvisation, mais de gens entre troupes de théâtre. Voilà. Donc c'était pas des troupes d'improvisation encore. Et en parallèle de ça, c'est vraiment un hasard pur. J'avais trouvé un flyer dans la rue à Pau avec un cours de théâtre qui ne faisait que de l'improvisation. Et comme j'arrive plus à me rappeler si j'y avais déjà un peu goûté avant, mais en tout cas, je me rappelle que ma réflexion à ce moment-là, ça avait été de me dire, comme je suis étudiant, comme je suis pas là le week-end, comme je sais pas combien de temps je vais rester dans cette ville, et à la base, Pau, c'était pas très sexy dans ma tête, donc j'avais pas l'intention d'y rester énormément. Je m'étais dit, c'est parfait parce qu'il n'y a pas d'échéance de pièce, il n'y a pas une présence à tenir, donc je vais faire ça. Je pense qu'à la base, c'était ça la raison. Et l'impro, tel que je m'en rappelle à l'époque, était plus un truc qu'on faisait en atelier de théâtre pour travailler certains trucs, pour se débloquer certains réflexes, travailler la voix, travailler des petites techniques. C'était vu comme un exercice et pas comme une fin en soi. Et donc j'ai fait ça pendant un temps, et après j'ai déménagé dans une autre ville à Dijon. Et là je me suis dit, je vais vraiment essayer de faire de l'impro, je reprends pas de groupe de théâtre, et je vais faire de l'impro 100%. Et là j'ai vraiment trouvé une troupe d'improvisation qui ne faisait que ça. Et là ça a démarré là, c'est-à-dire dès lors que j'ai goûté à ça, je n'ai plus fait que ça, j'ai jamais retouché au théâtre.
C'est un peu un regret parce que c'est plus un manque de temps qui m'empêche d'y regoûter. Mais donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. À la base, c'était un exercice et finalement, c'est devenu un art en soi parce que ça mélangeait un peu tout. C'est-à-dire, ça me permettait de faire à la fois du jeu que j'aimais beaucoup, à la fois de l'écriture parce que c'est de l'écriture au plateau, l'improvisation. On est à la fois metteur en scène, acteur, scénariste. Et donc, c'est très gratifiant parce que dès lors qu'on a commencé, on peut se mettre à jouer assez fréquemment. Donc, c'est du temps de jeu face public qui est très formateur. Pas de temps de préparation nécessaire, si ce n'est des ateliers qui nous permettent de travailler un peu comme du sport, ce qu'on fait. Et donc, ça a vite été tout ça combiné qui a fait que j'ai plus fait que ça, de l'improvisation et rien d'autre, quoi. Juste pour clarifier, quand tu parlais justement de la découverte, tu parlais c'est à Linoléum que tu as découvert Oui, l'impro ? Ah ouais ? Je Ok. pense que oui, ouais. Ok. Ah oui, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était et de l'impro et de la Ouais. pièce. Enfin, à l'époque où t'es arrivé. Parce qu'au tout début, Linoléum, ce n'était que de l'improvisation. Ah ouais, non, moi j'ai pas connu Enfin, cette phase-là. Il y avait, je sais pas si on peut appeler ça de l'improvisation. Pour clarifier, on a été dans une troupe ensemble pendant un moment, donc qui s'appelait Linoléum. Et je sais pas du coup si on peut vraiment appeler ça de l'improvisation, ce qu'on faisait au tout début. Eux, ils appelaient ça à l'époque du théâtre d'intervention. Donc on avait vraiment une trame, on avait 0 texte écrit, mais on avait une trame. On savait qu'il allait se passer ça, mais on disait ce qu'on voulait quand on voulait, et puis voilà, ça. Et ce qui fait qu'on avait ce côté un petit peu où chaque représentation était assez différente, parce qu'en plus, on agissait, on parlait beaucoup avec les gens autour de nous, donc ça a joué beaucoup. Il y avait une vraie proximité, on jouait dans la rue beaucoup, etc. Et c'est après, du coup, ça s'est décliné en pièces de théâtre et improvisation vraiment plus conventionnelle, on va dire. Donc voilà. Mais au tout début, Linoléum, c'était pas de texte. Ok. C'était ça. Je sais pas si tu le Mais savais. non, Du coup, non, je me non. suis dit... Non, si non, je te- découvre un truc Moi, 15 ans après. quand Mais j'avais ouais. démarré, c'était vraiment un petit atelier dans un centre social. Il y avait une prof qui était comédienne professionnelle. Et elle, c'était son truc. Elle faisait beaucoup elle avait un vrai spectacle, etc. Mais C'était Amandine Pommier. non, au c'était tout encore. début, Ok. c'était Cécile, j'ai oublié son nom de famille. Et elle avait un spectacle qui était trop fort, qui s'appelait Les filles harmoniques von Strasse ou un truc comme ça. Et c'était génialissime. Elle reprenait Le beau héros de Ravel, elle chantait dessus. Enfin, c'était un truc de ouf, avec 3 personnages très en couleur. Mais à côté de ça, elle faisait beaucoup de ce qu'elle appelait en tout cas le théâtre d'intervention. Donc, où il y avait cette proximité avec les gens, l'échange avec les gens et tout ça. Et donc, il n'y avait aucune pièce écrite. Et elle nous faisait travailler que de l'improvisation. Ensuite, il y a eu un changement de lieu, changement de prof. Et cette nouvelle prof faisait de l'improvisation, donc Amandine, mais faisait beaucoup de pièces. Et c'est là où la pièce vraiment à texte est arrivée et où on a découvert toutes ces déclinaisons. Et c'était génial parce qu'on avait Ouais. vraiment les deux au final. Et moi, c'est ce que j'aimais beaucoup. Il y avait le côté très amusant en atelier et très, comme tu dis, j'aime bien ce parallèle-là. Le côté entraînement, presque comme les sportifs, en fait, où l'impro, c'était presque nos séances à la salle de sport pour Ouais, se c'est ça, c'est muscler de et la tout musculation de plein de trucs, ouais. ça. C'est ça. Mais j'avais pas cet historique, tu vois, je le découvre 15 ans après. Mais ok, donc je comprends mieux parce que je crois pas avoir vu ça beaucoup des troupes qui font les deux, quoi. Ouais. Enfin, quoi que je dis ça et en même temps je dis une connerie parce que la troupe dans laquelle je suis maintenant, je crois que les balbutiements de l'impro, c'était ça. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une troupe d'impro, mais à la base, c'était... Mais bon, enfin, ouais, je savais pas qu'il y avait eu ce truc-là. Ouais, en fait, on a gardé un peu l'historique de la troupe et on l'a ramené ensuite tout en le gardant. Et en fait, ça se ressentait même quand on jouait des textes. Il y avait toujours des moments où quelqu'un improvisait, faisait un truc à sa sauce, rajoutait une ligne parce que c'était drôle. Et je pense c'était le mieux. Enfin, c'est là qu'on s'amusait le plus. C'est ce qui a fonctionné beaucoup au final. Et peut-être que c'est aussi un peu ce qui s'est perdu à la fin quand on n'était que sur du texte, vu que c'était passé en association, qu'il fallait jouer pour faire rentrer des sous pour l'association, etc. Je pense que c'est là où on avait un peu perdu ce cœur, où on jouait vraiment, mais au sens littéraire, en fait, tu vois. Le jeu vraiment de l'amusement, quoi. Ouais. Bref, j'ai fait un peu de digression. Non, mais garde-le au montage, parce que c'est très intéressant. J'essayais d'en parler de manière détournée, mais du coup, c'est très bien que ce soit frontal. Mais du coup, quand tu me faisais des clins d'œil, je t'aimais. Il parle de Linoléum. Oui, c'était bien ça, ouais. Ok. Pour reprendre un petit peu où on en était, donc du coup, t'as parlé de comment t'as démarré, le fait que t'as
démarré vraiment un peu par hasard au final, puisque c'était presque une solution en dépit d'eux. Tu disais aussi que tu as un peu le regret du coup de plus faire du théâtre classique. C'est quelque chose que tu aimerais refaire quand même parallèlement au théâtre d'impro? Ouais, parce que ça permet de travailler une profondeur dans certains trucs, un détail dans l'interprétation notamment, qui se voit beaucoup chez certains comédiens d'improvisation qui font aussi du théâtre à côté. Et il y a une précision chez eux qui vient du théâtre. Et que l'improvisation peut permettre dans certains cas de toucher, mais on ne pourra jamais aller autant dans le détail que quand on a une trame, un texte, et qu'ensuite on peut dire, on peut refaire 100 fois une réplique pour essayer d'aller chercher la manière la plus juste de la jouer ou d'aller chercher des nuances et tout ça. Et donc c'est ça que permet de travailler le théâtre et que permet moins l'improvisation. C'est pour ça que ça reste toujours un truc que j'aimerais bien faire, quoi. Mais du coup, je me dis, t'as pas peur que du coup, cette espèce de liberté justement que tu as dans l'improvisation, le fait qu'à chaque fois tu peux partir, sur un axe différent, sur, une histoire différente, sur une chute différente, sur un ton différent, le fait, au contraire, quand tu repasses du coup au théâtre classique, t'as pas peur d'avoir un peu ce côté frustrant, de rester dans la même direction justement, d'avoir, ce côté prévisible presque, du jeu? Ouais. C'est peut-être un peu pour ça que je le fais pas aussi. OK, d'accord. mais c'est surtout le fait, si on devait me dire, tu dis telle réplique, j'aurais beaucoup du mal à dire telle réplique. Je la réécrirais peut-être un peu pour qu'elle colle un peu plus à ma manière de parler. Et souvent, c'est ce qu'on va trouver dans le théâtre ou le cinéma, c'est non, c'est la réplique est écrite comme ça, c'est ça la réplique, même si elle sonne creux dans ma bouche, même si elle est pas... Mais à la côté de ça, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est-à-dire d'essayer de vraiment travailler jusqu'à ce que ça rentre. Donc si j'aurais peur de perdre cette liberté, mais en même temps non, parce que j'arrêterai jamais l'impro à côté. Donc en fait, ce serait plus si je remettais les pieds dans un cours de théâtre aujourd'hui pour faire de la pièce, je saurais très bien ce que je viens y chercher, donc je viendrais pas y chercher tout ce que l'impro m'apporte, quoi. Ce serait pas un remplacement. Alors, je me trompe peut-être, mais du coup, dans ce que tu dis, enfin, dans moi, la façon dont je le reçois, en tout cas, c'est que ça ressemble pas tellement à un manque, du coup, ça ressemble plus à une envie de perfectionnement. Ouais. Ouais, et en même temps, ça me fait beaucoup envie quand j'entends des acteurs de théâtre parler de leur métier et de raconter des nuances énormes entre un soir et un autre, alors qu'ils ont le même matériau de base, et ils vont dire « Ah putain, ce soir, c'était génial », alors que c'est le même matériau, et c'est le même texte, c'est les mêmes intentions. Et donc, c'est ce travail des nuances qui me fait un peu envie aussi, et de liberté dans le cadre, qui est aussi un truc qui m'intéresse beaucoup dans l'improvisation. Le théâtre fait beaucoup envie pour ça, parce qu'il y a un cadre, on sait où on va, on sait où on est, et on peut aller chercher 1000 choses dans ce cadre-là. Donc il y a quand même une liberté, paradoxalement, je pense. Et ce truc dans les nuances là est un manque. Et le fait de travailler en profondeur est une envie de perfectionnement. Ok, je vois. Depuis que tu as commencé, du coup, le théâtre d'impro, tu t'es jamais arrêté? Ou tu as fait des pauses quand même des fois Jamais arrêté. Du moment où tu l'as découvert, c'est devenu part de ton fonctionnement. Ouais, ça a bouffé ma vie. Je pense même que non, vraiment, hein, je pense que ma vie serait complètement différente si j'avais pas découvert ça. Et ça a même, je pense, conditionné certaines manières de penser, de voir les choses. Donc j'ai jamais arrêté, vraiment. J'ai toujours accordé beaucoup de temps. Je dis souvent en blaguant que j'accorde autant de temps à mon boulot alimentaire. Enfin, j'aime beaucoup mon boulot, mais voilà, celui qui me paye, quoi. Et l'improvisation. Et en fait, plus je l'ai dit, plus je me suis dit un jour, mais en fait, c'est pas une blague. Je pense que c'est vrai. Je pense que, ouais, je dois avoir un équivalent temps plein le soir, le week-end et tout. Enfin, c'est presque pas une blague à certains moments de l'année, quoi. Mais du coup, c'est quoi qui occupe tout ce temps? Parce que tout à l'heure, tu disais, je voulais y revenir un peu plus tard, mais tu disais que tu t'es dans des troupes et que t'es deux, trois fois par semaine, je crois que tu disais. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça, finalement. Ouais, parce que, enfin, en gros, il y a la plupart des troupes vont fonctionner avec un atelier semaine et au moins, en général, 2 dates de spectacle par mois. Et selon les troupes, tout le monde va pas jouer les 2 dates. Donc on va jouer, je sais pas, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois. Sauf que ce temps-là, en fait, les troupes d'impro, le double piège, c'est que c'est des associations, souvent, et de gens qui aiment tous jouer ensemble comme des gamins, machin, donc qui vont vite devenir potes.
Et donc le temps associatif fait qu'on a envie de faire plaisir aux autres. Et une association d'impro, c'est non seulement l'impro en tant que tel, mais des événements associatifs où on va tous se retrouver, un bureau à gérer, une communication à faire, parce que c'est beaucoup de communication pour faire venir les gens au spectacle. Et donc dès lors qu'on met le doigt un peu dans cet engrenage, il y a tout le travail autour aussi, pour faire vivre la troupe, qui est tout aussi intéressant parfois que le jeu en lui-même. Donc à certaines périodes de ma vie, ouais, ça a rempli beaucoup d'espace parce que c'est à coup de 5 minutes, mais je sais pas, t'es en train de bosser, tu t'arrêtes et puis tu vas continuer à rédiger un concept sur lequel t'es en train de travailler, puis tu vas gérer une sélection de spectacles parce que tu gères ça à ce moment-là, et ça, plus ça, plus ça, plus ça fait que dans ta tête, en tout cas, ça occupe autant d'espace que ton boulot ou que d'autres trucs. Voilà. Donc ça va bien au-delà en fait de, je sais pas comment on peut dire, mais de l'acting uniquement. C'est-à-dire que tu as le côté associatif, tu as le côté, Côté humain, quoi. en fait voilà, t'as tout ce qui passe dans le spectre de l'improvisation, que ce soit dans le jeu, mais aussi dans l'organisation de l'événement autour de l'impro, Ouais. dans le côté associatif, du coup vraiment comme tu dis, dans l'humain, etc. Donc vraiment c'est là où ça prend une place très importante. Ouais. Parce que c'est un art qui est difficile à pratiquer en faisant juste ton atelier. Tu peux, hein. Mais c'est un peu... Moi, ça m'aurait frustré de juste faire un atelier par semaine, éventuellement un spectacle de temps en temps, et puis de rentrer chez moi. Non, le fait d'avoir une troupe à faire vivre, c'est hyper instructif du côté humain. Et tu te dis même pas c'est hyper instructif, tu le fais parce que c'est trop fascinant de faire ça, de faire fonctionner 40 personnes ensemble, et il y a un côté familial qui est très fort. Donc voilà, c'est l'art en tant que tel, plus tout l'écosystème humain que ça emmène dans ta vie, qui fait que ça colonise un peu tout, quoi. C'est la vue globale, en fait, qui fait sens au final, hein. Oui, ouais, l'un va avec l'autre, ouais. Et alors, on se connaît depuis quelques années. Quelques années. Quelques paires, ouais. Disons, voilà, quelques-unes. Oui. Du coup, c'est vrai que j'ai quelques infos que j'ai de cette connaissance qu'on a l'un de l'autre. J'ai la sensation quand même que c'est quelque chose qui a toujours été là, ce côté non seulement improvisation, mais aussi cette espèce de vue globale de tout ce que ça représente. L'exemple que j'ai sous la main, c'est que... Je sais de quoi tu parles, je pense. C'est que je sais que avant de faire du théâtre, avant de faire de l'impro, avant de faire du théâtre classique, t'as fait aussi quand même de l'audiovisuel, avec notamment des courts-métrages dans le cadre de Kino-sessions ou même personnel, et aussi une mini-série de grande qualité d'ailleurs. J'avais bon. T'avais bon. Mais je pouvais pas faire cette interview sans parler de la mini-série en fait. T'avais déjà à cette époque-là cette vue globale quand même, cette espèce, pas d'envie d'être sur tous les fronts, mais au final t'y étais, parce que t'étais à la fois à l'origine de l'idée, t'étais la personne qui écrivait, t'étais la personne qui allait chercher les gens qui allaient jouer avec toi, qui allait mettre en scène, qui était derrière la caméra, qui faisait le montage, qui sélectionnait. Et en fait, t'avais cette espèce de vision 360 du projet auquel même tu participais parce que t'étais acteur aussi de tout ça. Et il y avait déjà de l'impro, en fait, dans tous ces projets-là. Il y avait un peu déjà ça. Et comme tu dis, c'était la liberté dans le cadre, en fait. Et j'ai la sensation quand même que tu as toujours eu ça, que tu as toujours eu cette vision globale, le côté impro et le côté avec l'envie de toucher un peu à tous les rôles de ce que ça va amener, de ce que ça va créer, ce genre de projet, hein. Je sais pas si... Ouais, non, mais je t'écoute là. Et oui, sûrement. Oui, enfin, sûrement qu'il y a... Ce qui m'a plu dans l'impro, c'est ce qu'on faisait à l'époque, effectivement, où on touchait à tout. Enfin, oui, et je pense effectivement que j'étais un peu... même trop à l'époque, je pense, à vouloir être sur tous les fronts, à vouloir tout faire, à vouloir... Et donc, oui, ça doit être lié, ouais. Parce que l'impro te permet de faire tout ça en temps réel, et une fois que le spectacle est terminé, il est terminé, tellement terminé que tu l'oublies des fois 3 heures après l'avoir joué. Et donc, tu as ce côté qu'il n'y a pas dans l'audiovisuel, qui est c'est livré, c'est bon. Et mon esprit est libre de ça juste après l'avoir fait. Là où les gens qui font des films, les gens aujourd'hui qui font des courts-métrages, qui tiennent une chaîne YouTube ou qui streament ou comme ça,
ils ont ça les suit tout le temps, je pense, et ils ont jamais fini leur truc avant de l'avoir livré. Et même quand ils l'ont livré, ils doivent se dire ah ça c'est pas fini, etc. Là où l'impro te permet de faire tout ça, de toucher à tout, et en même temps de te débarrasser mentalement de ton truc derrière. Là où à l'époque, effectivement, je me rappelle quand on faisait la série, c'était j'étais à Pau justement, j'écrivais la semaine dans ma chambre d'étudiant, on se lâchait les scénarios à l'arrache, donc il y avait beaucoup d'impro aussi, parce qu'on n'était pas foutu d'apprendre un texte, donc souvent les répliques c'était grosso modo ça, mais, mais c'était pas ça, et donc on improvisait devant la caméra, et puis je rentrais, je faisais les montages, et puis ça... Donc il y avait ce côté aussi un peu intense, qui m'intéressait, je pense, sans que je le remarque à l'époque peut-être, faut vite pondre un truc, et c'est un excellent moteur de créativité, l'urgence, je trouve. Donc il y a ça aussi que j'ai retrouvé un peu dans l'impro, je pense. Mais voilà. Donc la série, effectivement, a peut-être été un berceau de tout ça. Je pense que j'écoutais... Je voulais peut-être être un peu trop tout contrôlé quand je faisais ça. Là où l'improvisation m'a imposé plutôt d'être plus à l'écoute, comme on partage la scène, comme une scène, elle vient de tout le monde. Faut apprendre et prendre plaisir à lâcher prise et à laisser les autres suggérer leurs idées, s'en nourrir. Enfin voilà, donc ça a aussi été une leçon là-dessus, mais ça vient de là, ouais. Du coup, avec tout ce qu'aujourd'hui tu as appris en impro, en jeu, et même en écriture indirectement, parce que quand tu fais de l'impro, tu es quand même toujours en train d'écrire en temps réel au final, ça t'a jamais donné envie de reprendre l'audiovisuel? Enfin, peut-être que tu jamais arrêté, remarque, je te pose cette Si, question. si, Ok. si, et je pense que je reprendrai pas. Dans le sens où j'adore en voir, mais en faire, c'est beaucoup trop... L'aspect technique et tout, finalement, ne m'intéresse plus tant que ça. Déjà, à l'époque, c'était un peu un prétexte. J'avais acheté une caméra parce qu'il fallait avoir un truc pas trop mal au niveau du son. Enfin, j'essayais de me renseigner là-dessus, mais c'était un vecteur, c'était pas la finalité en soi. Et donc, j'ai continué l'écriture. Je fais beaucoup de jeux de rôle qui me permettent de faire aussi de l'écriture, vraiment de texte, quoi. La série, je l'ai écrite. J'en ai fait 2 simili-romans. Enfin, c'est même pas simili, j'en ai fait 2 romans, en fait. J'ai écrit la série qu'on avait fait à l'époque, telle que je la voyais dans ma tête. Puis j'ai écrit la fin qu'on n'avait jamais pu faire. Comme ça, je me suis dit, bah, ça a classé le truc dans ma tête, c'est terminé, je l'ai fait. Donc j'ai gardé cette manière de raconter des histoires autres que via l'improvisation. Mais l'audiovisuel en tant que tel, ça me paraît très compliqué. En tout cas pour l'instant. Je ferais peut-être plus de l'écriture pour le théâtre que pour des films. Et l'écriture, justement, tu continues quand même à en faire ou pareil, tu as classé ça en même temps Non, que... j'ai pas classé ça, c'est toujours une envie et un regret de pas en continuer. J'ai écrit l'équivalent de 3 livres, quoi, voilà, dont j'ai jamais rien fait vraiment, mais aujourd'hui, l'écriture que j'aime beaucoup, c'est surtout le jeu de rôle, justement, qui me permet de mélanger, de mettre un peu de ça. Le jeu de rôle, pour faire un parallèle dessus, c'est de l'écriture en amont, comme tu l'as dit tout à l'heure, des joueurs qui viennent tout casser là-dedans. Et moi, j'aime bien faire la phase d'après, c'est-à-dire la réécriture a posteriori. J'avais fait une partie, par exemple, où on écrivait. J'ai joué la partie avec des improvisateurs qui ont inventé les péripéties pour moi. Et ensuite, je les ai remis en forme en écrivant ça sous forme d'un texte que je leur ai donné à la fin. Et donc, le jeu de rôle, c'est la parfaite rencontre pour moi entre les deux. C'est-à-dire, t'inventes un cadre dans lequel des gens vont venir faire leurs péripéties, vivre leurs aventures. Et donc, il y a de l'écriture et de l'impro qui se rencontrent trop bien, quoi. Voilà. Du coup, donc on a beaucoup parlé de la façon dont tu as découvert, de la façon de jouer, du cadre, etc. Si on va creuser un tout petit peu, pas deep, mais un peu quand même, est-ce que tu arrives à définir ce que tu ressens quand tu joues? Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu es concentré? Est-ce qu'au contraire, tu as un lâcher-prise énorme? Est-ce que tu es presque en mode pilote automatique, tu vois, au bout d'un moment où tout sort tout seul? Tu arrives à te définir un peu cette sensation que tu as? Je vais faire la réponse facile, c'est à la synthèse vraiment au point d'équilibre entre tout ce que tu viens de citer. Et je pense que c'est peut-être une réponse que tu dois et t'auras beaucoup sur le terme de passion, c'est que justement ce qu'on cherche, c'est un espèce d'état qu'on ne trouve pas ailleurs. Et donc, si je devais mettre des mots dessus, c'est un espèce de moment où tout paraît facile. C'est un peu, je vais faire une analogie nulle, mais c'est un peu comme
Je surfe pas. Mais en gros, je pense que ça doit s'apparenter avec la notion de prendre une vague. C'est-à-dire qu'au début, c'est poussif, parfois plus que d'autres. Faut que tu prennes tes marques, que tu te chauffes, que tu te chauffes, que tu te chauffes. Et à un moment donné, tu vas sentir que ça glisse sous tes pieds, que l'histoire se raconte d'elle-même, que les répliques qui sortent de ta bouche te ressemblent, mais tu n'as pas eu le temps de les penser avant de les dire. Et c'est un espèce de moment de félicité où t'entends le public, tu vois qu'avec tes partenaires de jeu, ça match et ça roule et les répliques fusent comme si elles étaient écrites alors que pas du tout. Et donc c'est un moment de, je sais pas, de bien-être et de... Physiquement, ouais, c'est de l'ivresse contrôlée, je dirais. Où en fait, t'es parfaitement conscient de tout ce que tu fais. T'es bien dans ta tête, ton corps est bien. Il est hyper détendu, je pense, dans ces moments-là. Et en même temps, t'as cette espèce de sentiment grisant de... c'est très cliché, mais c'est vraiment pas exagéré parce qu'à certains moments, je l'ai vraiment ressenti premier degré. C'est je peux mourir, quoi, c'est bon. C'est trop cool. C'est un moment de kiff vraiment intense. C'est pour ça, je pense que c'est un peu une drogue aussi, c'est que tu te dis, ah ben ouais, c'est magique, quoi. C'est aussi, c'est très con de dire ça, mais ça roule. Voilà, mais encore une fois, c'est quelque chose qui vient pas de suite. C'est-à-dire que peut-être que cet instant-là dont je parle, tu vas le vivre 3 fois dans ton année en faisant 50 spectacles, mais pour ces 3 fois, c'est un peu la pépite d'or que tu vas gratter des mètres cubes de terre, et puis peu importe que t'aies les mains pourries à la fin, du moment que tu l'as trouvé, t'es content de... Ouais, c'est un sentiment comme ça que tu vas trouver nulle part ailleurs. L'impression de rentrer d'un rendez-vous amoureux qui s'est bien passé, quoi. Tu flottes un peu, quoi, et t'es bien. Donc, ouais, c'est très dur à décrire, et en même temps, c'est un peu les mots que je mettrais là-dessus. Et avant de jouer, t'as le trac encore? Ouais. Et quand je l'ai pas, je m'inquiète. Et du coup, je l'ai. Et du coup, ça, D'accord, du coup, ça va. du toto-génial, le truc. Oh putain, j'ai pas le trac. Ah, c'est bon. Je l'ai moins qu'avant, il est un peu différent, mais je l'ai toujours. Et quand je l'ai, je suis content. Quand j'ai vraiment le truc qui te gratte dans le bide, là, je suis vraiment content parce que je me dis, ah, c'est cool. C'est de l'énergie qui se prépare un peu. Et quand je l'ai pas, c'est mauvais signe, ou pas trop. Mais je l'ai toujours. Et quand je l'ai, en général, il est pas là pour rien, quoi. C'est qu'il va se transformer en autre chose après. T'essayes pas de le dompter ou de l'apaiser, il est là et il fait partie de la mise en condition. Ouais, tout à fait. On fait pas mal de trucs basés sur de la respiration, qui ressemblent beaucoup à de la méditation et tout ça. Moi, je marche beaucoup à ça pour bien me préparer quand j'ai le temps avant un spectacle. Mais c'est pas là pour le gommer, au contraire, c'est là pour presque le conscientiser bien et se dire, ah ben, si t'es là, c'est que t'es là pour me donner de l'énergie après. Et en général, ça c'est un truc qui revient dans la bouche de beaucoup de comédiens. Je pense que tu l'as vécu toi-même. C'est dès que t'as foutu un pied sur scène, c'est bon, c'est fait. Voilà, et advienne que pourra. Et après avoir joué, du coup? Bah, ça dépend beaucoup de ce qui s'est passé. Oui. Je me dis beaucoup souvent que une bonne date va effacer toutes les mauvaises, et l'inverse, c'est-à-dire une mauvaise date va effacer toutes les bonnes, et on a l'impression de plus rien savoir faire. Donc si ça s'est pas passé comme que j'ai pas un bon sentiment, je vais être beaucoup fermé et pas forcément, des fois pas très bien, hein, honnêtement. Ça génère des fois des états un peu... ça questionne beaucoup le rapport à l'ego, à l'exigence de performance sur soi. Et parfois, je me suis mis dans des états... ça n'a jamais été problématique, mais parfois, je me suis pas senti bien à cause de l'impro parce que je n'avais pas fait un truc qui me semblait bon. Et les gens ont beau te dire, oh, c'était bien, t'essaies d'analyser ce que tout le monde te dit. Donc, ça peut être cet état-là. Et quand ça s'est bien passé, bah, c'est la prolongation de ce que j'ai décrit avant. C'est-à-dire que t'es bien, quoi. Et ce shot de kiff, il peut durer, je sais pas, 3 jours, 4 jours, 5 jours tu repenses à ton truc et tu rigoles tout seul de ce qui s'est passé, tu te dis que c'était un bon moment. Et je vais refaire le parallèle à l'ivresse encore, mais ouais, c'est un peu comme ouais, un petit état d'ivresse qui resterait un petit moment. T'es heureux, quoi. Ça allège un peu tout. Est-ce que selon toi, pour faire de l'improvisation, il y a des prérequis un peu? Est-ce qu'il y a des espèces de compétences particulières qu'il faudrait avoir, comme, je sais pas, tu sais, dans le théâtre classique, par exemple, on pense beaucoup à la diction, au placement de la voix. Est-ce que c'est pareil en improvisation? Et, enfin, bien que tout ce que j'ai dit avant, ce soit des choses qui se travaillent, mais est-ce qu'il y a des compétences qu'il faudrait avoir quand même, ou qu'il faudrait travailler du moins, pour
être confortable, on va dire, dans la pratique du théâtre d'improvisation? Je sais pas. Des prérequis, je pense pas, en tout cas rien qui ne puisse se travailler un peu. Effectivement, il y a beaucoup de techniques théâtrales de base. Poser sa voix, pousser pour jouer pour les gens du fond, comme on dit. Libérer un peu son corps aussi, on joue beaucoup avec le corps, donc faut quand même en être conscient, et puis voilà. Mais il n'y a pas de prérequis non plus. C'est-à-dire, en gros, je pense que quelqu'un qui a la curiosité et l'intérêt pour la chose va y arriver. Quelqu'un qui est passionné, justement, il va vite piger ce qu'il faut, il va travailler ce qu'il a moins, il va identifier ses points forts et il va capitaliser dessus. Souvent, les gens nous disent, on a un peu un espèce de bingo de ce que les gens disent à la fin d'un spectacle d'impro. Dans ce bingo-là, la case la plus grosse, c'est oh là là, il doit falloir beaucoup d'imagination. C'est faux. Il faut pas d'imagination. En tout cas, pas de l'imagination au sens où on l'entend. C'est-à-dire qu'on va pas se préconstruire un scénario. Et en fait, l'imagination au sens où on la voit et où on l'imagine comme un prérequis à l'improvisation, je pense que comme dans beaucoup d'art, c'est faux d'imaginer l'imagination comme des gens qui, on ouvrirait leur tête et on voit tout un monde à l'intérieur. Non, c'est juste ils vont s'amuser de choses, ils vont emboîter une idée A avec une idée B, ça va faire une idée C qui est cool, et ils vont pas se rendre compte qu'ils sont en train de raconter une histoire. Donc c'est pas un prérequis que je trouve, parce qu'il y a des excellents improvisateurs qui sont nuls en univers, ils seraient incapables d'écrire un texte, et pour autant ils vont être très à l'écoute de ce que les autres disent, leur force ça va être plutôt de réagir plutôt que d'agir, et ils vont être des excellents improvisateurs, bien meilleurs que certains qui se prétendent avec beaucoup d'imagination. Donc en fait, non. Je sais pas répondre à la question des prérequis, peut-être qu'il y en a dont je me rends plus compte, c'est possible aussi, parce que ça fait trop longtemps que j'en fais et que je vois pas par quoi on commence. Mais à mon avis, il n'y en a pas tant que ça, sinon l'appétit pour la chose. Et justement, tu as un peu répondu à la question. Est-ce que tu penses justement qu'il y a des idées reçues ou des clichés qui peuvent freiner un peu les gens, pardon. Tu le disais, par exemple, avec les personnes qui disent ah bah, il va falloir beaucoup d'imagination, alors que pas du tout. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent en tête? Ouais, il y a celui-là, effectivement, j'ai répondu, parce que c'est vraiment le premier. Et j'en ai un autre peut-être qui est c'est le pendant opposé. C'est-à-dire que les gens qui disent « Oh là là, il doit falloir beaucoup d'imagination », souvent se sous-estiment, et il y a une petite curiosité des fois de leur part de « Putain, j'aimerais bien faire ça, mais je m'en empêche parce que je pense que j'ai pas assez d'imagination. » Trop nul, parce que c'est faux. Et il y a d'autres gens, c'est le pendant inverse, c'est mes potes me disent que je suis le blagueur de la bande, je dis tout le temps des conneries et ça fait rire tout le monde, on me dit que je devrais faire de l'impro. » Et ça, c'est un peu le cliché opposé, c'est-à-dire que non, Bruno, c'est pas parce que tu fais des blagues et que t'es drôle en société, ou en tout cas ce que tu considères toi être drôle en société, ce qui peut être un débat, que tu vas être bon improvisateur, peut-être bien au contraire, parce que c'est plutôt une mentalité stand-up, par exemple, de j'ai envie de faire rire et donc je vais écrire mes blagues et je vais faire mes blagues tout seul. L'impro, c'est beaucoup d'interaction avec les autres et c'est laisser beaucoup la place pour avoir la sienne. Donc voilà, ça c'est le deuxième cliché que je citerai. C'est pas parce que vous connaissez quelqu'un à qui vous trouvez beaucoup d'humour et tout ça que ça va être un bon improvisateur ou que ça va être quelqu'un pour qui l'impro est faite. Pas du tout. Et c'est quoi que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer? Tu vois, qui dit ah, j'aimerais bien essayer, mais je sais pas, je flippe, je suis pas sûre, j'ai peur d'être nulle, j'ai peur de pas y arriver. Bah, de tester. Et de tester, si possible, avec quelqu'un qui a de la bouteille. Parce que les bons improvisateurs... Alors, quelqu'un qui a de la bouteille n'est pas forcément un bon improvisateur. Mais en gros, de tester, de jouer directement avec des gens. Il y a beaucoup de coachs qui sont géniaux parce que même si c'est des improvisateurs ultra chevronnés, ils vont jouer avec leurs élèves. Et en fait, un bon improvisateur va être capable de mettre en valeur le jeu de son partenaire et de le sublimer vraiment. Et il n'y a pas de meilleure sensation pour commencer l'impro que de s'en sentir capable parce que quelqu'un t'a poussé vers le haut, parfois sans que tu t'en rendes compte. Donc voilà, tester et si possible vite jouer et ne pas avoir peur, au contraire, de jouer avec des gens qu'on considère d'un niveau bien supérieur au sien. C'est ça qui est beau avec l'impro, c'est qu'on peut en faire avec des gens qui sont niveau 100 alors que nous on est niveau 1 quoi. Et ça va donner des super scènes, il y a même des spectacles basés là-dessus où des improvisateurs vont faire monter quelqu'un du public qui n'a jamais fait d'impro. La personne va faire toutes les conneries possibles qu'on peut faire en impro au sens construction d'histoire, parce que la personne ne connaît rien. Et donc plein de choses qu'il ne faut pas faire, même si tout est un peu libre, mais il y a quand même des choses vaut mieux éviter.
Et l'improvisateur chevronné va tout rattraper derrière sans que ça se voit, et ça va donner un spectacle génial, et la personne va sortir de scène, et tout le monde va sûrement lui dire t'as été génial, fais ça. Et alors qu'en fait, pas du tout. Et moi, une de mes premières sensations liées à ça, c'était un tournoi où... donc les tournois, on joue beaucoup de matchs dans la journée, on a beaucoup de temps de jeu par jour, donc on finit par être fatigué, et ça donne accès à des zones de soi qui sont assez intéressantes à observer. Et on joue un match contre une équipe de Belges qui était hyper fort. Et je joue une impro avec une fille, et je sors de scène, et je me fais des bisous sur la main tellement j'ai l'impression d'avoir été trop bon, quoi. Donc je suis trop content de moi et tout. Et il se trouve que ce tournoi est filmé. Et les films sont mis sur Internet après, donc on a le loisir de les regarder. Alors faut pas filmer de l'impro parce que ça rend jamais grand-chose. Je regarde cette impro-là, et en fait je me rends compte que la fille avec qui je suis monté a pris un rôle secondaire dans l'histoire, mais elle a tout porté. Elle m'a emmené tout, les répliques, machin. Elle m'a emmené dans la construction d'histoire. J'avais l'impression d'inventer les choses, mais en fait, c'était elle qui emmenait tout en sous-main. Et je sais pas, elle a tout structuré, elle a tout fait pour moi. Je suis sorti de là en me trouvant super. Peut-être que les gens au public se sont dit « Ouah, elle était géniale et tout ». Peut-être, hein. Mais en tout cas, c'est elle qui a tout fait. Et du coup, c'est vraiment une de mes plus grosses leçons, c'est de me dire, en fait, c'est ça un bon improvisateur. Il va pas tirer la couverture à lui. Les gens vont peut-être voir qu'il joue très bien, mais souvent, il va être en toile de fond, il va emmener, il va passer les balles aux autres, il a plus besoin de ça. Son ego, il a été nourri, il sait ce qu'il vaut, et il va préférer sublimer le jeu des autres plutôt que... Donc voilà, jouer, oser jouer, et jouer si possible avec des gens dont vous avez peur. Et ils vont vous faire kiffer si c'est des bons improvisateurs. Aujourd'hui, donc, tu disais que tu étais dans plusieurs groupes, troupes de théâtre. T'en fais donc plusieurs fois par semaine. Ça te prend déjà beaucoup de temps, tu le disais, d'un point de vue même gestion associative, humain, etc. Mais est-ce que malgré tout, tu as la sensation quand même que c'est suffisant? Est-ce que ça te rassasie aujourd'hui? Ou est-ce que si tu pouvais, tu augmenterais encore Ouais, je pense que c'est bon. En fait, même, je commence... vu que justement, je vieillis ou mûris, enfin, peu importe. J'ai moins de trucs à me prouver sur plein de choses, et y compris en improvisation. Et donc, je prends de plus en plus plaisir à me mettre des fois un peu en jachère, j'aime bien dire ça. Donc, je joue pas pendant un temps, je me recrée la frustration de pas jouer, je vais voir des copains jouer, et du coup, je regarde les spectacles en me disant putain, j'ai envie. Et là, je me recrée l'envie et je reviens. Et donc, limite, je pense qu'à une période, j'ai manqué de ça. D'espace de neutre, un peu de... J'arrête de jouer toutes les semaines, je regarde des films, je me nourris de plein de trucs, et après, j'y reviens. Donc non, j'en rajouterai pas. Tout comme la question s'est posée plusieurs fois, mais devenir professionnel de l'improvisation ne m'intéresse pas des masses. Donc non, c'est bien. Et est-ce que tu as la sensation que cette pratique, ça a un impact sur ton quotidien? Est-ce que ça a changé des choses, je sais pas, dans ta façon d'appréhender des situations, dans ton état d'esprit même, ou dans des situations du quotidien? Ouais. Alors je pense que, même si ça j'ai du mal à le conscientiser, mais sur la prise de parole, je pense qu'il y a un monde où je suis pas improvisateur et où j'ai pas le même rapport à ça. Là j'ai pas trop de crainte, enfin ça va quoi. Et après c'est presque une philosophie de vie en fait, de la manière de construire une impro. Il y a plein de principes qui peuvent être transposables à la vie. Par exemple, de toujours construire en regardant à rebours, c'est-à-dire on sait par quoi on est passé. On n'est pas capable de prédire ce qui va arriver dans une impro, donc on s'en soucie pas entre guillemets, et on préfère réincorporer des trucs qui sont passés, des choses. Et donc cette capacité de je préfère écouter les autres et me laisser aller à l'imprévu, et se dire souvent ce qui m'a le plus amusé dans une improvisation, c'était ce qui n'était pas prévu justement, et ce que je n'avais pas du tout senti venir. Et j'essaie de me le dire dans la vie. J'essaie de me dire voilà, des fois on est frustré parce qu'on vise un truc et on l'a pas et tout ça, et donc j'essaie de vivre un peu en improvisateur, si je puis dire. Donc ouais, ça, je pense que ça, c'est des choses qui impactent un peu dans la vie. Et le rapport aux autres aussi. Ce truc sur l'écoute, vraiment, qui est un mot un peu valise, très flou. Mais pas seulement écouter, mais intégrer ce que dit l'autre, se mettre à sa place, vouloir le faire briller, entre guillemets, et tout ça. C'est des trucs qui sont hyper riches de leçons pour plein de gens. Et pour quelqu'un comme moi, qui peut-être avait des périodes, a eu envie de prouver beaucoup de choses à tout le monde, tu vois, et ça pose un peu. Ça fait dire, voilà, ça décentre, si je puis dire. Voilà. Donc ça apporte plein de choses.
Et est-ce que tu as la sensation, au contraire, que si demain, pour une raison X ou Y, tu devais arrêter, est-ce que tu as la sensation que ça impacterait ton quotidien? Le fait de plus avoir cette passion dans ta vie, en fait. Je pense que je déprimerais, ouais. Ouais, je pense que j'irais pas bien, ouais. Ouais, il faudrait vraiment un truc très fort qui vienne remplacer tout ça, mais je l'ai pas pour l'instant, quoi. Une question un peu pratico-pratique. Est-ce que c'est une activité qui coûte cher que ce soit de pratiquer, par exemple, je sais pas si c'est sous forme de licence ou d'adhésion, etc., dans une troupe, surtout comme toi, quand on est dans plusieurs groupes, etc., et même d'aller consommer du théâtre d'impro. Est-ce que c'est quelque chose qui est quand même assez onéreux ou c'est quelque chose qui est assez accessible Alors, je peux commencer par aller en consommer, parce que si des gens nous écoutent, je pense que c'est par là qu'ils peuvent commencer, c'est aller voir des spectacles pour voir à quoi ça ressemble. Ça reste assez peu cher, globalement. Alors, il y a des exceptions, mais globalement, ça coûte moins cher que du théâtre classique. Et par exemple, pour entre 5 et 10 euros, on peut voir un spectacle de 2 heures d'improvisation, ce qui reste assez peu cher en amateur, hein, je parle, voilà. Et on peut même regarder des fois des festivals entiers pour moins de 15 balles, on peut en regarder plein. Donc ça coûte très peu cher à aller voir quand on va voir dans la sphère amateur. Et quand on veut voir dans la sphère pro, ça va être autour de 20-30 euros la place. Ça peut être cher pour discuter de la différence pro-amateur, qui est un sujet très intéressant en improvisation. Donc des fois, pour certains spectacles pro, lâcher 25 balles, ça va être très cher pour ce que tu as à la fin. Mais ça reste moins cher que du théâtre, globalement, je pense. En faire, c'est encore moins cher. C'est-à-dire que souvent, ça va se passer dans le milieu associatif. Les assos, leur but, c'est d'être à l'équilibre. Donc moi, je fais toute ma saison d'impro, va me coûter, je crois que c'est moins de 200 euros, 190 euros l'année, pour faire mon année d'improvisation. Et après, il faut rien en matériel, il faut rien. J'allais citer un truc, mais j'allais dire des baskets. Faut s'habiller, quoi. Et voilà. Sinon, ça c'est devient mieux. un autre type de spectacle. Exactement, voilà. Donc il y a moins coûteux, effectivement, on peut toujours trouver moins coûteux, mais voilà, ça coûte littéralement rien, parce qu'on invente tout ce avec quoi. Donc voilà, ça reste quand même c'est peut-être le moment d'en parler, mais ça reste un art qui est un peu trop pratiqué par des strates sociales qui sont malheureusement un peu toujours les mêmes. C'est-à-dire globalement pas aisés, mais en tout cas dans les classes intermédiaires, pour qui socialement ça va, quoi. Ça a jamais été trop compliqué. Il y a des initiatives super qui ont ouvert ça à, je sais pas, des quartiers populaires, des trucs, donc ça a pu s'ouvrir un peu, mais globalement, et on a déjà pu me le dire, et ça m'a beaucoup impacté quand on me l'a dit, parce que je m'en suis rendu compte, mais quand on regarde les gens sur scène et dans le public, on voit quand même des gens qui appartiennent tous un peu à la même classe sociale. Donc c'est un peu le grand paradoxe, c'est que ça coûte pas cher, mais ça mélange trop peu, en tout cas, peut-être les gens. Alors, c'est peut-être une question difficile, hein, mais qu'est-ce qui manquerait, du coup, tu penses, pour justement que ça mélange un peu les classes, que ça mélange un peu les milieux, etc. Bah, plus de diversité dans les âges, dans les cultures, les niveaux, dans les strates sociales. C'est très moche de dire ça, mais enfin, en gros, concrètement, oui, quoi. C'est-à-dire, ça a un peu les défauts du théâtre là-dessus, c'est-à-dire que bah, ça a tout l'imaginaire du théâtre, je pense, et donc un côté élitiste dans la perception qu'on peut en avoir, et aussi, un peu malgré nous, dans ce qu'on en renvoie. Des gens vont se dire, ah non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, quoi, c'est pour des gens littéraires, que sais-je, qui ont fait vachement d'études ou je ne sais quoi. Et nous, on va peut-être, sans le vouloir, aider à projeter cette image aussi, en jouant toujours pour les mêmes types de publics, en faisant pas assez l'effort d'aller jouer pour, je sais pas, des assos. Donc ça se fait un peu, et c'est toujours trop bien quand on le fait, de jouer pour des gens qui n'ont pas accès au spectacle vivant d'habitude. Donc en fait, ce que je dis, ça se trouve, c'est transposable à tout le spectacle vivant, mais ça a le défaut, voilà, ça a ce défaut-là aussi. Et donc ça manque encore un peu de ça. Je rebondis dessus parce que toi-même, tu t'es allé là-dessus. Tu as dit on pourrait parler de la différence pro-amateur, justement. Je veux bien qu'on en parle si tu arrives justement à me dire, toi, là où tu situes cette différence-là. Mais, c'est pour ça que c'est un problème, c'est que pour moi, il n'y en a pas vraiment. Bien que depuis, j'ai quand même eu des définitions qui me conviennent. En gros,
Alors, pour démarrer là-dessus, une fois j'ai eu l'immense chance d'aller jouer, quand je prenais encore l'avion, j'avais été jouer au Québec. Et en discutant avec un Québécois après un match, il m'avait dit ah oui, la France, en gros il m'avait dit un truc comme ça, la France, le pays où les improvisateurs ils se font payer pour ça. En mode bon, on se fait pas payer pour de l'impro quoi. Et donc ça m'avait fait rire et il m'avait parlé il m'avait dit un truc, alors je sais toujours pas si c'est vrai, mais ça m'avait marqué, de genre en Québec, qui est quand même le berceau de l'impro francophone, il y a peut-être que quelques personnes, mais vraiment très peu, je sais pas, de l'ordre de moins de... Il m'avait dit un truc comme moins de 50 qui sont payés pour faire de l'impro à temps plein. Alors qu'en France, à Bordeaux déjà, il y en a déjà, je suis sûr, plus de 5... Enfin, peut-être pas, j'exagère peut-être, mais en gros, il y a beaucoup de comédiens pros qui font beaucoup d'improvisation. Et donc, parce qu'on a un statut aussi qui le permet, donc bref, on a peut-être une politique qui le permet, et c'est très bien. C'est en fait, lui, dans sa bouche, c'est une critique, mais moi je me suis dit, ah bah, c'est quand même cool qu'on puisse jouer. Et sauf que l'impro, ça a un côté inégal, c'est-à-dire que par définition, on ne sait pas comment le spectacle va se passer avant de le commencer. Et donc pour moi, ce qui définit un pro, et c'est un peu quelqu'un qui me l'avait dit, qui gère un théâtre dédié à l'improvisation, il avait dit, bah, les pros, on les paye parce qu'on est capable de garantir une forme de constance. C'est-à-dire que même si le spectacle pour eux il est nul, en fait pour le public il tenait très bien la route. Ils ont fait le minimum syndical, mais le minimum est déjà structuré, cohérent, un minimum fun. Enfin le contrat est de base rassemblant ces trucs-là est rempli. Là où en amateur tu peux avoir des crashs totales, ça existe. Tu peux avoir des spectacles où c'était quand même long quoi. Même si ça a duré qu'1 heure et quart, c'était très long. Donc en amateur comme en pro, tu peux assister à des moments géniaux où tu ne vas voir aucune différence. Mais en amateur, on va pardonner l'accident, si je puis dire comme ça, alors qu'en pro, tu peux moins te le permettre. Mais sinon, en termes de technique de jeu et en termes d'écosystème d'improvisateurs, j'ai plein d'improvisateurs en tête qui sont pros et qui considère pas comme au-dessus des amateurs que je connais, et à contrario je connais plein d'amateurs qui sont je les considère comme des génies purs et ils pourraient largement mériter d'être payés pour ce qu'ils font. C'est juste une couronne qu'à un moment donné tu déposes sur ta propre tête en disant bon bah à partir de maintenant je vais demander de l'argent. C'est aussi bête que ça et c'est ni péjoratif ni amélioratif ce que je dis, c'est un factuel, c'est juste que tu te dis à un moment je fais un choix de vie et je vais dire bah, je deviens un pro à ce moment-là. Et je vais passer tout mon temps à faire ça. C'est aussi cette variable-là, c'est-à-dire je vais passer toutes mes journées à m'entraîner sur des spectacles, à les travailler. Et ça implique cette exigence que moi je mets maintenant derrière, c'est que ben, si t'es pro, ton spectacle il est censé au moins tenir la route à chaque fois. Il sera peut-être pas génial à chaque fois, mais au moins tu t'auras raconté une histoire ou plusieurs histoires qui sont bien quoi. Donc c'est très compliqué de répondre à la question et moi ça m'a beaucoup agacé à une période de dire bah, d'où des gens vont déclarer être pro alors que d'autres vont rester amateurs toute leur vie, et j'ai un peu fait la paix avec ça en me disant ça, parce qu'en fait c'est juste un truc que tu décides et puis tu vas y passer tes journées, et donc forcément ça va impacter normalement un peu ton niveau, beaucoup même. Question un peu difficile peut-être. Enfin, je pense. Okay. Difficile. Je t'ai vu changer d'idée, n'aie pas peur non plus, hein. C'est pas... Je te sors pas un gros dossier ni rien. C'est juste, est-ce que t'arrives à estimer ton niveau à toi en impro ? Oui, c'est compliqué. Elle est dure cette question, je sais, parce que c'est compliqué de répondre objectivement quand on estime qu'on a un bon niveau, mais en fait, il y a zéro jugement là dans ma question. C'est vraiment toi, si tu devais t'observer en tant que spectateur, est-ce que tu serais satisfait en fait ? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît déjà, ce que tu fais ? C'est très dur d'y répondre et je pense que je serais pas capable d'y répondre honnêtement. Et je pense pas avoir de réponse en fait en tête. C'est plutôt ça mon truc. Je peux pas me dire je suis honnête ou je suis malhonnête. Ça dépend vraiment. On peut être bon à un moment, moins bon à un autre moment. Et quand je dis moment, ça peut être d'une heure à l'autre ou d'une saison à une autre. Il y a un truc qui est très, justement, c'est très sportif, l'improvisation. C'est-à-dire que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, l'allégorie avec le sport. Ça dépend de l'entraînement que tu as et comment tu es en condition mentale, physique à un moment donné. Ça mis de côté, ça fait quand même longtemps que j'en fais et globalement, les retours sont plutôt bons, quoi. C'est-à-dire les gens viennent me voir à la fin des spectacles en disant que c'était cool, globalement. Donc j'en déduis que j'ai un niveau qui est plutôt bon. Mais c'est dur de dire, on peut pas dire je suis bon, parce que c'est compliqué à dire effectivement sur l'aspect égo un peu.
Et surtout, c'est pas vraiment vrai. C'est-à-dire que toujours 1000 progrès à faire et le niveau qu'on a gagné à une saison, on va le perdre à une autre. Donc, mais globalement, je pense que j'ai un niveau qui ressemble à celui qu'on a quand on fait de l'impro depuis 15 ans, quoi. Truc drôle par rapport à ça, pendant longtemps, j'ai minimisé le nombre d'années d'impro que je faisais. Sans m'en rendre compte, je disais ça fait 10 ans. Et en fait, ça faisait pas 10 ans, ça faisait genre 13, 14. Et en fait, je pense que je disais ça parce que des fois, c'est blessant. Les gens vont voir un spectacle dans lequel t'étais, tu discutes avec eux à la fin et tout, ils font « Ah, c'était trop cool, c'était vraiment super et tout, ça fait combien de temps que vous faites ça ?» Bah ça fait 15 ans. Et ils font « Ah ok. » Et en fait... Ah oui, d'accord. Et ce « Ah ok » c'est « Ok, d'accord. » Donc ça va, enfin Oui, c'est pas... c'est pas le même retour que si tu disais « Ça fait 3 ans Ouais, que j'en fais là. ouais. Waouh, Wow, super, machin. Et donc ce « Ah ok » met des petits pics dans le... C'était là, putain, Donc ce « Ah ok » ramène les pieds sur terre aussi, de se dire, en fait, c'est pour ça que la bonne réponse, c'est je pense que j'ai l'âge de j'ai le niveau de quelqu'un qui en fait depuis longtemps. Et donc globalement ça va, j'ai très peu d'impro maintenant où je me dis « Oh, c'était cata ». Et même quand je me dis « C'était cata », des gens vont me dire « Ça va, c'était pas... Il n'y a pas d'erreur majeure, tu vois, il n'y a pas de... » Voilà comment je peux essayer de répondre à cette question. Et est-ce que tu as l'enjeu aussi dans ta pratique d'amélioration, de montée en compétence, ou tu as vraiment que l'objectif de prendre du plaisir et de vivre le moment, etc. Bah, l'un va avec l'autre, je pense. Une partie du plaisir vient de nouvelles capacités débloquées, un peu comme un arbre de compétences où on voit encore les zones grises et on a envie d'y aller. Donc non, je dirais que c'est axé 100% sur le plaisir, et du plaisir vient une certaine montée en compétences. Ça marche beaucoup avec des stages en improvisation. Genre un pro va être dans une ville à un temps donné, il fait des spectacles, et en même temps ce pro-là, cette comédienne ou ce comédien, va proposer de faire un stage aux comédiens amateurs de la région. Donc t'y vas, et en général c'est dans ces moments-là où maintenant je prends des grosses claques, et où tu dis « Ah ok, cool, j'ai encore tout ce chemin-là à parcourir. » Voilà. Donc c'est mon axe principal, c'est de prendre du plaisir sur scène, toujours, mais ça va avec une certaine idée de progression. Si tu t'entends toujours jouer de la même manière, je parle même pas des personnages, mais juste des techniques de jeu, on n'en a pas trop parlé et tout, mais il y a plein de manières de jouer. Donc si tu te sens toujours être dans le même registre de jeu, à un moment donné, tu vas te faire chier, hein, je pense. Donc voilà. Et t'en fais souvent des stages comme ça? Je dirais ouais, 2-3 fois par an. Ok, d'accord. Non, peut-être une-deux fois par an. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager liée à l'improvisation, à l'acting de manière générale, ou même à la sphère, parce que tu le disais, c'est pas que le jeu en lui-même. Pour toi, l'improvisation, c'est un peu tout l'écosystème qu'il y a autour. Est-ce que du coup, tu aurais une anecdote dans cet écosystème-là? Oh, tu le mettras ou tu le mettras pas. J'ai un cauchemar dans la vie que j'ai fait pendant longtemps, où j'étais dans l'émission de Nagui, là. Tout le monde veut prendre sa place. Et au début, il demande aux gens de raconter une anecdote sur eux. Et j'ai fait plusieurs fois le cauchemar où il arrivait devant mon pupitre et j'avais rien à dire. Et du coup, j'ai beaucoup de mal Il n'y a pas de souci. à sortir une histoire. Mais en gros, je sais pas, j'en ai plein, j'en ai, et je vais partir d'ici, j'en aurai plein d'autres, mais en gros, des anecdotes de... Alors, celle que j'ai racontée tout à l'heure, là, sur en fait, je croyais avoir tout fait et j'avais rien fait. J'en ai une autre dans le même genre où c'était le gars, un peu de ma première troupe d'impro, donc c'est rapport au match, ça. Il y avait un gars dans notre troupe qui était un peu comme beaucoup de profs à ce moment-là, très à fond sur notre école de jeu, c'est de bien jouer, le beau jeu, sans trop savoir ce que ça veut dire, le beau jeu, tu vois. On se sert l'histoire, on se met pas en valeur, on joue avec l'autre et tout. Entre parenthèses, ce gars-là n'appliquait pas du tout ça à son propre jeu, et maintenant je le vois. Et un jour, on fait un tournoi, et il y a une équipe qui défonce tout le monde. Ils remportent tous leurs matchs, mais de loin, genre vraiment des scores indécents. Ils dominent toutes les impros. Et en fait, maintenant, quand je me repasse ce truc-là posteriori, c'est juste qu'ils étaient bons, en fait, ils s'amusaient, et ils n'avaient pas volonté d'écraser les autres et tout ça. Et on s'apprête à monter sur scène, moi tout tremblant, parce que c'était ma première ou deuxième année de vraie impro, et du coup j'avais trop peur d'aller jouer, et il me chuchote à l'oreille, vraiment au moment où on va monter sur scène, on les défonce. Oh, wow. Et je suis monté sur scène en mode, je sais pas, berserk, quoi, ok, on a le droit de les défoncer, du coup, ok, on y va, on joue fort, quoi. Pour moi, ça veut dire un truc, jouer fort, mais c'est vraiment, tu t'interdis rien et tu te regardes pas jouer, tu joues fort, quoi. Et donc on fait ça, et je passe un très bon match. Et du coup, on remporte plein de points, et même je fais une solo contre un gars, et ça marche hyper bien, et ils sont pas déçus qu'on joue comme ça, au contraire, ils sont contents. Et donc ça, c'est un peu une de mes anecdotes fondatrices.
et j'en parle beaucoup en atelier et tout, c'est le truc de, ouais, on a le droit de se dire ça, parce que ça reste un jeu, et on a le droit de dire, pour rigoler, viens, on les défonce, quoi. Et c'est pour ça que le match a eu mauvaise presse pendant un moment, c'est que l'aspect compétitif du match était très mal vu. Donc ça, c'est un de mes trucs qui me fait toujours rire quand je le raconte, c'est très visuel. Et qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre ? Un de mes meilleurs spectacles d'il y a 2-3 ans. C'est nul comme histoire, mais vas-y. Avec mon troupe actuelle, on va jouer avec mon ancienne troupe. Dans un très beau théâtre et tout ça. Cette troupe-là accueille très bien. C'est-à-dire que même quand j'y étais, on bouffait beaucoup, on buvait beaucoup. C'était vraiment des bons week-ends, quoi, quand on recevait des équipes. Et la journée se passe, on arrive, on avait le spectacle le soir, qui était un format long en plus. On va bouffer au resto, on bouffe comme des ogres, donc vraiment ça y va. Il y a la présidente de l'asso est distillatrice, donc elle fait son alcool. Donc on y va en mode, on va juste voir l'endroit où elle fait ses alcools et tout ça. On descend à la cave et on déguste tout ce qu'elle produit. Vraiment, genre, on y va, quoi. Il était peut-être, 16-17 heures à ce moment-là. Et on part vraiment pour aller jouer, je pense, au dernier moment, je me rappelle plus exactement. On a un brief qui est catastrophique. Genre vraiment, donc c'est un très bon pote qui le fait. Mais s'il écoute ça, il le prendra pas mal parce qu'il le sait. Il explique très mal les concepts et c'est un truc qui venait un peu de créer, qui s'était en train de bricoler. Donc la structure était pas très claire, on savait pas très bien. Il y avait des costumes sur scène, ce qui ne se fait jamais. Enfin bref, le truc est très flou. Et au moment de démarrer le spectacle, vraiment, on était dans l'escalier pour monter. Je sens mon ventre qui démissionne complètement. Et genre vraiment le mal de ventre où tu te dis je ne vais être incapable de rien d'autre que de penser à ça et de m'occuper de ce problème pendant la demi-heure qui va suivre. On verra si tu la mets ou pas. C'est pas crade ni rien, mais bref. Et du coup on monte là-dessus et il y a un moment où on se retrouve tous sur scène au début en mode on salue, le spectacle démarre, trop fun, je suis en sueur totale, enfin vraiment c'est très douloureux à vivre. Et on repart derrière donc quand les spectacles se déroulent, en fait, souvent, on est derrière les pendrillons, donc c'est-à-dire les petits rideaux qu'on voit sur les bords de scène. Nous, on est derrière. Des fois, on discute vite fait pour s'échanger un ou deux trucs, mais très peu de choses. Et on voit la scène se dérouler et on rentre quand on veut rentrer, tout ça. Et je repars derrière le pendrillon dès que j'ai l'opportunité. Et je dis à mes coéquipiers, ciao, quoi, je pars. Je reviens quand je reviens, mais on verra ce qui se passe. Je descends, je fais ce que je dois faire. C'est assez chaotique. Et je remonte, genre, je sais pas, peut-être un quart d'heure, 20 minutes après. Et donc l'histoire est lancée, c'est un format long. C'est un policier en plus. Donc en général, les policiers en impro, tapent 1000 intrigues, on pose trop de choses. Donc il faut bien renouer les fils. Et puis il faut que tu aies une réponse à l'intrigue. Donc il faut que ce soit précis et tout. Et je me rappelle d'avoir été tellement soulagé par mon autre problème que j'ai dit ok, qu'est-ce qui s'est passé, ça et je me suis autorisé d'y aller, de dire ok, bon j'y vais. Et je me rappelle que je suis remonté et j'ai pris 2-3 infos sur ce qui était en train de se passer et je suis remonté et on a passé un spectacle trop bien, genre vraiment d'avoir eu ce ressort très tendu et de m'être libéré après, donc c'est vraiment très physique, J'étais détendu de fou. Et je me rappelle avoir joué, j'ai joué le slip d'un des personnages principaux, sauf que j'étais moi-même le slip et j'étais un personnage, donc c'est assez marrant vu ce qui se passait en hors scène. Et du coup, je jouais un slip bleu qui venait de temps en temps et qui faisait un aparté, je parlais de mon propriétaire et tout ça. Et c'était trop bien. Et donc voilà, une de mes meilleures anecdotes d'impro est partie sur un truc vraiment très chaotique où je pensais que j'allais pas faire le spectacle. C'est peut-être pas la meilleure anecdote, mais c'est celle qui m'est venue. Non, mais elle est super bien, franchement. Je suis très reconnaissante que tu aies choisi celle-là. Et puis, elle est pleine de rebondissements. Je ne savais pas où allait aller cette histoire. Non, ça finit un peu sans... Il n'y a pas de morale, quoi. Ouais, mais c'est juste que... non, mais ça montre que aussi, c'est quand même très lié, comme tu dis, au physique aussi. Ouais. Pour si t'es complètement crispé, etc. Je pense que tu ne peux pas jouer et que t'as la tête trop occupée dans tous les cas. Et ça aurait été du théâtre normal, ça n'aurait pas pu se passer, c'était impossible. Et là, l'impro a fait que j'ai pu louper les 20 premières minutes de spectacle et j'étais tout seul dans un sous-sol, sous la scène. J'entendais les rires vite fait loin du public et tout ça, j'entendais les spectacles se dérouler. Et j'ai pu revenir après, raccrocher les wagons et vivre un bon spectacle malgré tout, quoi. C'est une trop bonne anecdote, franchement. Elle est vraiment cool. Est-ce que comme ça, là, spontanément, si tu devais sélectionner dans ton esprit ton meilleur souvenir, est-ce qu'il y en a un qui pop instantanément, vraiment un souvenir d'un beau moment, quoi? Non. Ok. Non. J'en ai plein. J'en ai oublié 90%, malheureusement. Mais je sais qu'ils ont existé et cette sensation-là me suffit. Mais je pourrais pas
J'en ai des récents, je pourrais les raconter parce qu'ils sont récents et que je m'en rappelle encore, mais C'est plus la sensation dont tu te souviens plutôt que le contexte vraiment de la ouais, sensation. Ok. ouais. Et pourtant, j'ai vécu des histoires qui m'ont marqué, qui étaient trop cool, où je sais que c'était des histoires que j'avais plaisir à me remémorer après, mais c'est juste que, en fait, comme je passe mon temps à faire ça, bah, le cerveau, je pense, au bout d'un moment, stocke plus, et du coup, j'oublie les histoires, mais je garde le plaisir que j'ai ressenti à ce moment-là, et ça me suffit. Alors que l'anecdote du post-distillerie, tu te souviens vachement bien quand même des détails, du contexte et Ouais, du rôle du slip. c'est vrai. C'est vrai. C'est comme quoi... Donc peut-être que la mémoire fonctionne comme ça, il faut que j'ai un problème autre. Ouais. Et alors au contraire, peut-être que je vais un peu trop chatouiller dans les souvenirs, etc. Mais bon, tant qu'on y est, je pose la question. Est-ce que tu as un souvenir, disons pas un mauvais souvenir, mais un souvenir vraiment rude un peu, mais presque marrant tellement c'est rude, tu vois, de moments foirés, de bide total en impro ou de choses comme ça? Ouais. Oh ouais. Oula, Ouais. ça y est là. Oui, j'en ai un, mais c'était au début, ouais, mais j'en ai un, ouais. Et j'ai un bon souvenir après qui m'est revenu, donc je pourrais le raconter après pour illustrer ce que ça peut raconter un spectacle d'impro, peut-être Ok. après vite fait. Ouais, mauvais souvenir. Donc quand on est dans une troupe, des fois on fait des prestats. Donc c'est-à-dire qu'on va toucher des sous de la part d'une structure, une entreprise, une asso ou quoi, pour qu'on vienne leur faire un spectacle un peu clé en main dans un cadre défini, voilà. Et souvent, les prestats, c'est pas les spectacles les plus fun, mais ça fait rentrer des sous dans l'asso, donc c'est un peu le truc. Allez, s'il vous plaît, on va jouer pour. Voilà. Et une des premières que j'ai faites, c'était l'assemblée générale de Groupama de la ville où on était. Et on devait jouer pendant un repas. Ce qui est une idée nulle, parce que du coup, les gens ont mangé, et il y avait 3 praticables qui étaient posés au milieu des tables, et on est censé jouer pour ces gens-là. Et donc, comme les prestats, c'est généralement pas très sexy comme date, bah, tous les nouveaux de la troupe, en général, s'y collent parce que eux, ils ont la dalle et que les anciens, ils sont déjà passés par là et qu'ils ont pas trop envie de s'en taper. Ce qui est une erreur parce qu'en fait, c'est les plus expérimentés qui devraient aller faire ce genre de truc parce que c'est un peu dur, quoi, justement, en termes d'énergie et tout. Et on joue une première partie entre, je sais pas, l'entrée et le plat. Et vraiment, ça ne décolle pas, on entend des bruits de fourchette autour de nous. Il y a peut-être les tables les plus proches qui nous entendent, et peut-être dans ces tables-là que 2 ou 3 personnes qui daignent nous écouter, parce que du coup c'est, je pense, malaisant pour eux. En vrai, j'aurais été à leur place, affreux. En fait, t'es pris en otage, parce que les gens qui ont commandé ce repas dans lequel tu vas dans un cadre pro, dans lequel t'as peut-être pas envie de venir à la base, en plus de ça, on te colle un truc où t'es pas venu pour voir ça, donc voilà. Et donc on joue, et on sort de là vraiment mal. Et j'ai pas d'histoire à raconter parce que je me rappelle pas de ce qu'on a joué à ce moment-là, mais ça devait vraiment pas être bien. Parce que c'était ma première année d'impro et qu'on était 3 ou 4 et qu'on devait être tous 7 à ce niveau-là et tout. Et on se dit, c'est dur un peu, mais good mood de mi-temps. Allez, c'est pas grave, on rentre sur la deuxième et ça va être cool, c'est pas grave, allez, on a dû se dire ce genre de truc. Et on était dans un couloir, je me rappelle, avec des portes battantes et tout. Et l'organisatrice du truc arrive après, tu vois, pour venir nous voir. Elle fait ça va, bah ouais ça va. Bon on rattaque à quelle heure? Elle fait bon je crois que on va arrêter là si ça vous convient. Et là vraiment c'est un peu douche froide. J'avais un doute sur le fait que ce soit très mauvais ce qu'on était en train de faire. J'ai la confirmation que c'est pas très mauvais, c'est nul à chier, je pense ce qu'on est en train de faire. Et là, de par sa réaction, on le sait, quoi. On peut pas se mentir sur le truc et c'est nul et horrible. Et donc, voilà. Ça, c'est vraiment un des souvenirs fondateurs en mode pourri de... C'est terrible. Ouais, ça ne marche pas et t'as plus envie de faire d'impro quand tu sors de là. Voilà. Mais c'est ça, en fait. Comment tu fais ensuite pour gérer la reprise après ça Je me rappelle plus, mais je suis torfé. Et puis c'est exactement ce que je disais. J'ai dû repartir de là plus bactère. Et en fait, après tu fais une date qui va bien se passer. Et hop, t'oublies. Voilà, ou Ok. tu classes. Mais voilà, ça peut arriver d'avoir ce genre d'anecdote. Par contre, ce qui ne se passe pas ou pas autant qu'on le pense, et c'est pour revenir un peu sur la question des clichés, c'est la question de ne pas savoir quoi dire. Souvent, les gens se disent vous devez avoir des moments où vous ne savez plus quoi faire, quoi. Et c'est très, 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 très rare. Je dirais pas que ça n'existe pas. Parce que des fois, tu sens vraiment qu'il y a un moment de flottement où les gens voient que ça flotte. Tu vois les gens voir que ça flotte. Je vais faire un épisode de bref, mais voilà, tout le monde se voit faire et c'est très mauvais. Mais c'est très très rare.
Voilà, en fait, comme on est plusieurs sur scène et qu'on s'entraide, et que c'est un sport d'équipe, ça arrive très rarement. Donc j'ai pas d'anecdote comme ça où je me dis, il y a eu un four de 1 minute où on entendait les mouches voler, et non. Alors que ça peut arriver beaucoup en théâtre classique. Si tu oublies une ligne, Ouais. c'est compliqué, ou bien il faut vraiment être avec quelqu'un qui connaît également ton texte pour Oui, c'est pouvoir ça, te ouais. ramener dessus, quoi. Parce que chaque ligne t'emmène à la suivante, Mais et donc c'est si ça. t'as un trou au milieu, tu peux pas embrayer sur la suite. Ouais. Ouais. Alors qu'en impro, tu vas toujours Quand rattraper. tu sautes tout un passage et que du coup, tu avais une information hyper importante, si tu dis la mauvaise réplique, mécaniquement, une mauvaise réplique, pardon, qui est un peu plus loin, mécaniquement, la personne d'après, elle répond après, et en fait, tu te rends compte qu'il y a eu tout. Moi, ça m'est déjà arrivé, ça. Ouais, Et là, tu fais, comment ramener ça dans le contexte? ouais. Et qu'en impro, t'as le sublime bonheur de pouvoir jouer avec les ratés. Et donc, tu joues toujours avec le public, il est toujours en train de regarder l'histoire, comme je disais tout à l'heure, et il regarde les comédiens jouer. Et tu peux faire ce qu'on appelle de la méta, c'est-à-dire franchir un peu cette membrane qui sépare les deux, et dire aux gens, ok, coucou, je suis le comédien en dessous, et je vois très bien l'erreur qu'on vient de commettre, mais on va en faire quelque chose. Et ça, tu peux le faire soit sans lâcher ton personnage, soit en lâchant un peu ton perso. Et donc, je sais pas, par exemple, un élément de décor est posé, tu vas le péter, tu vas pouvoir faire une blague sur le fait que cet élément, la personne vient de, je sais pas, marcher sur la table ou faire un truc. Voilà, on a un souvenir commun avec ça. Mais tu sais, Mais je ça- me l'étais noté. Ouais, Regarde, j'ai noté Josette, parlons de Josette, ouais. Je me suis dit à quel moment on va pouvoir en parler de Josette. Josette m'a appris ce que j'aime en impro. Mais j'ai tu vois, ça c'est ce qu'on disait. Non mais il faut qu'on en parle. En vrai, Parlons de Josette, ouvrons le chapitre il faut Josette. qu'on fasse un chapitre Josette. On va faire un tout petit contexte rapidement. Donc on y a rapidement fait allusion, mais on a fait du théâtre ensemble pendant un moment où on faisait des matchs d'impro justement. Et dans notre troupe, on avait pour le coup vraiment, disons, un groupe très varié. On avait de tous les âges. Nous, on était probablement les plus jeunes, d'ailleurs, je pense. À l'époque, on devait avoir la vingtaine, un truc comme ça. Et on avait à l'autre bout Josette, qui devait avoir, je sais pas, elle devait avoir 70, 75 ans, quelque chose comme ça. Et Josette, elle était l'impro, en fait. Oui. Et j'ai vraiment ce souvenir exactement que tu viens de décrire, et je trouve ça merveilleux que tu l'amènes. On fait une impro un jour, je sais pas quel était le thème, etc. Mais le fait est que on était tous autour d'une table en train de manger. Et donc dans le match d'impro, c'est ça, on n'est pas tous obligés de rentrer en même temps sur scène, on peut rentrer chacun de notre tour. Et là, on avait amené ce truc, on était tous en train de manger à table. Et à ce moment-là, Josette décide que c'est le moment qu'elle rentre en scène. Mais je pense que Josette, elle était dans l'instant vraiment, et je sais pas, elle n'avait pas compris qu'on était à table, et elle se met à traverser vraiment la scène en marchant devant nous. Et moi, je me rappelle regarder la scène et me tourner vers toi, et toi qui fais « Oh, elle marche sur la table !» Et en fait, on a fini par jouer ça. Je sais plus comment, mais c'était un moment incroyable. Et Josette, ce n'était que ça. Oui. Tu te rappelles comment on l'appelait? Non, comment... C'était Random Josette. Ah oui, Random Josette. Mais c'était vraiment affectueux, vraiment premier degré. C'était trop bien. Mais moi, Josette, c'était, je le dis aujourd'hui, Josette, c'était ma personne préférée dans la troupe de théâtre. Et je me rappelle d'une autre anecdote avec elle. On veut tous être Josette quand on est vieux. Mais bien évidemment, on veut tous devenir Josette en vieillissant, en fait. Et Josette, elle faisait donc les matchs d'impro avec nous, elle faisait aussi les pièces de théâtre, et on alternait du coup dans cette troupe, comme tu l'as dit, et je sais pas si je te l'avais déjà raconté, mais du coup, Josette, il y avait un moment où, dans une pièce qu'on jouait, donc une pièce, je devais l'amener pour rentrer sur scène, parce que elle savait jamais trop exactement à quel moment fallait monter, parce qu'elle entendait pas bien ce qui se passait sur scène, donc ça aussi c'était un délire. Et à un moment, je me vois donc l'amener dans les escaliers pour monter sur scène, et pour qu'on joue une pièce ensemble, une scène ensemble. Et là, dans les escaliers, c'est-à-dire qu'on devait rentrer environ 3 secondes après, elle me dit « On fait un match d'impro, là, c'est ça ?» Et là, je me retourne, je fais « Ah non, attends, Josette, non, là, c'est pas un match d'impro, si, on joue toutes les deux. » Et là, sauf que là, on était en train de rentrer sur scène, et en fait, au moment où on est rentré sur scène, je ne savais pas ce qui allait se passer. Et elle a joué parfaitement,
son texte, la scène et tout. Moi, je tremblais, j'étais en sueur, j'essayais de me dire, est-ce que je me souviens de son texte à elle pour... Et en fait, non, elle s'en souvenait, mais je sais pas. 3 secondes avant, elle a eu un doute, quoi. Ouais. Et voilà, et c'était... Mais voilà. Et ben, Josette, ouais, ça a été vraiment fondateur, vraiment. Et il y a des Josettes, je pense, dans un peu toutes les troupes. Peut-être pas du niveau de Josette, qui avait un très haut niveau de talent pour l'aléatoire, mais c'est vraiment un talent, c'est vraiment pas de la moquerie et tout, c'est vraiment trop bien, parce que du coup, ça t'apprend que l'erreur, au sens où on la donnerait avec nos cerveaux très normatifs de ce qui n'est pas prévu est une erreur, en impro, c'est l'inverse, il faut se déconstruire vraiment pour intégrer ça. C'est-à-dire que si une erreur est commise, on casse le jeu, cette erreur devient le jeu. Et du coup, le public l'a vu, donc t'es obligé de t'en servir et tu peux pas être en sueur à essayer de rattraper le truc, tout le monde l'a vu. Et donc, ouais, pour le coup, j'ai des souvenirs précis ça, de trucs où l'erreur est devenue le jeu et c'est devenu génial et un truc aléatoire s'est passé. Et intégrer ce truc aléatoire fait que ça devient de la vraie création spontanée où plutôt que de paniquer, on a intégré ça, on sublime la personne qui a commis, entre gros guillemets, l'erreur qui n'est pas une erreur, et ça devient le perso principal, quoi. Et c'est trop bien. Et donc ce truc de marche sur la table, je m'en souviens très bien, parce que c'est un des moments où je me suis dit, parce que le public a beaucoup rigolé, je me rappelle à ce moment-là, oui. et c'est un moment où je me suis dit, ah mais en fait c'est génial, quoi. Enfin, tu peux... Oui, jouons ça, c'est bien mieux que le repas qu'on était en train de jouer avant. Oui, qui allait nulle part, ouais, en plus, je pense. jouons cette personne qui se met à marcher sur la table. Pourquoi elle se met à marcher sur la table? C'est ça l'histoire, c'est ça qu'on raconte. Et ça l'impro, en fait. C'est vraiment ce genre de truc. Mais je suis contente, on a eu... Ouais, mais j'ai tourné un peu autour de dire marche sur la table parce que je me doutais que t'allais... Ouais. Mais c'était exactement ça, ouais. Mais non, mais je suis contente qu'on ait eu le chapitre Josette. Ouais, les Josettes sont mes joueurs préférés. Parce que c'est une forme de talent, il y en a qui appellent ça le facteur X, c'est-à-dire le joueur qui va emmener de l'aléatoire tout le temps, volontairement ou pas, mais il va te casser tout ce que tu t'étais en train de faire et tu vas faire oh, ok, merci, partons là-dessus, très bien. Du coup, tu l'as bien dit, au final, on apprend à rater, entre guillemets, devant les gens. Ouais. Et je trouve que c'est quelque chose qui est bien à souligner aussi, c'est que, tu sais, il y a un peu cette vision qu'on a des gens qui sont sur scène, que forcément, c'est des gens très à l'aise dans leur basket, qui sont très posés, très sûrs, etc. Mais en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que sur scène, on est quand même très vulnérable au final, quelque part. Je trouve que c'est quelque chose qui est très paradoxal avec les arts de la scène, peut-être de manière générale, mais les autres, je les ai pas expérimentés. C'est que on a ce côté où on peut se dire oui, c'est l'ego, ça booste l'ego, etc. Mais ça remet beaucoup, je trouve, à notre place, Oui. ce genre de pratique. Parce que, comme tu l'as dit plusieurs fois, et je suis contente que tu l'aies souligné parce que c'était un peu aussi l'avis que j'avais dessus, c'est que quand tu joues à plusieurs sur scène, même si à un moment tu vas dire la réplique qui va lancer l'éclat de rire, en fait, l'éclat de rire, il a été construit déjà depuis le début. Oui. Par, quelqu'un t'a fait une passe décisive. c'est ça. Ouais. C'est par l'échange qu'il y a eu entre les personnes qui jouent sur scène, mais aussi avec le public, avec l'énergie, avec le moment, avec l'instant, comme tu dis, qui a été saisi. Et ça, je trouve ça trop bien aussi de le repositionner que... Oui, il y a de l'ego, bien entendu, on va pas se mentir. Mais oui, quand on vient te dire que c'était bien, que tu fais rire des gens, c'est comme quand tu es en société, quand tu fais rire tout ton groupe de c'est potes. très plaisant. Ça fait du bien. Très très plaisant, mais oui. Mais ça te remet à ta place aussi, je trouve beaucoup. Oui. C'est une activité qui te recalme un petit peu aussi. Hein. Oui, mais parce que tu prends quelques claques à des moments. Mais ce truc c'est intéressant, ça, je l'ai pas cité avant et je m'en veux un peu de pas l'avoir fait, mais ce truc de l'erreur, c'est très important en improvisation et c'est vraiment un des trucs qui, moi, me passionne encore. C'est un truc de savoir perdre et en improvisation, tu as la fabuleuse opportunité de pouvoir ouvrir le capot, entre guillemets, et de montrer au public à certains moments, de lui laisser entrevoir les rouages de ce que tu es en train de faire. Et c'est exactement ça, un peu la méta. Il faut pas en abuser, mais tu peux à des moments, voilà, comme le coup de Josette, montrer ah oui, on a vu qu'on avait fait une connerie, mais en fait c'est ça que vous venez voir, et on va en faire quelque chose de cette connerie, et on va vous prouver, c'est la meilleure des manières de prouver que l'histoire que vous voyez, elle est juste pour vous, et elle sera pour personne d'autre.
Et il y a un improvisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Nabla Leviste, qui faisait partie d'une compagnie qui s'appelle les E à Paris, qui ont un peu été les précurseurs d'une grosse vague de manière de jouer, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup dans l'impro en ce moment. Et il a une de ses phrases, je sais pas si elle est de lui ou pas, mais en tout cas c'est lui que j'ai entendu la dire, donc je vais le citer, c'est « perdre avec force et grâce ». C'est en gros, on va perdre, mais on va vous montrer qu'on est en train de kiffer le fait de perdre, et on est content. On vient de se foirer, mais on est content et on va continuer la scène. Et c'est ça qui va devenir limite le jeu. Et c'est cette école de vie, tu parlais des principes qu'on peut appliquer dans sa vie, elle est aussi trop bien. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression de l'appliquer ça aussi beaucoup. Le truc de ce qui me semblait être une erreur, en fait, c'est ça qui a fait que j'ai vécu tel ou tel truc, et c'est trop bien. Et c'est ça dont je me souviens, quoi. Bah justement, vu qu'on est en train un peu de parler de l'aspect troupe et de l'aspect cohésion, etc. Comment ça se passe généralement dans une troupe de théâtre ou dans un groupe? Est-ce que chacun a plus ou moins son rôle, son style, sa spécialité, ou tout le monde fait un petit peu de tout? Dans l'aspect gestion de la troupe, tu veux dire? Dans l'aspect plus jeu, moi je dirais, ouais. Ok. Non. Alors, ça dépend. Après, toutes les troupes peuvent avoir leur fonctionnement, mais la troupe dans laquelle je suis, en ce moment, depuis un certain moment, qui s'appelle la Ciguë, le but de cette troupe-là, c'est que tout le monde soit généraliste, donc de toucher un peu à tout et de tout faire en type de spectacle. C'est à mon avis la bonne manière de faire, c'est-à-dire que des fois ça implique un peu de se forcer, de faire des trucs dont on n'a pas une appétence, et en fait en le faisant, des fois on va se découvrir une appétence pour ce truc-là. Là où si on se dit, moi je suis un acteur de formats longs, je jouais que des formats longs à partir de maintenant parce que c'est ça mon kiff, tu commets peut-être l'erreur de t'auto-raconter que t'es un joueur de format long et en fait de t'empêcher de découvrir que finalement le match t'es très bon dedans aussi et t'y apportes plein de trucs. Voilà, donc on est tous généralistes en jeu. Et dans le style de jeu à proprement parler, mais dans le sens, je sais pas, est-ce qu'il y en a qui sont très très forts pour jouer des accents, pour jouer des personnages spécifiques? Il y a quand même des rôles qui sont un peu attribués à telle ou telle personne? Un peu. C'est un peu comme, là aussi, l'analogie avec le sport, elle est très bonne. Alors c'est intéressant ça à expliquer à des gens qui connaissent pas bien l'impro parce que c'est un vrai truc technique. C'est-à-dire que on a tous des facettes de joueurs. Je vais essayer d'en donner quelques-unes, mais en gros, moi je considère qu'il y a beaucoup la facette construction. Donc c'est les gens qui vont emmener, ou les joueurs qui à un moment donné vont emmener des éléments qui vont servir à structurer l'histoire. Des rebondissements, des mises en cohésion de certains éléments avec d'autres. Voilà. Il y a des joueurs de personnages qui vont être très forts, des interprètes. C'est souvent des excellents imitateurs, des gens qui sont capables d'écouter une personne parler pendant 5 minutes et de l'imiter à la perfection la seconde suivante, qui aiment bien avoir des personnages et les interpréter et donc les mettre à plusieurs sauces. Ils vont pas bien sûr toujours jouer les mêmes personnages, mais ils vont avoir des tics de langage, des manières de parler, des archétypes de personnages qui vont savoir jouer. Ça aussi, on pourra en parler 1 heure juste de ce truc-là. Il va y avoir des gens qui sont justement, je disais tout à l'heure, les facteurs X, c'est-à-dire des gens qui vont être des gens complètement random et qui vont emmener des trucs farfelus tout le temps, qui vont être un peu foufou, mais qui vont faire énormément de bien à certaines scènes trop scolaires. Il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus portés sur l'émotionnel et la relation. Ils vont savoir très bien interpréter des relations. Et ce qui les intéresse dans le jeu, c'est la relation entre deux personnages. C'est le rapport à l'autre et tout ça. Il y a des punchers. Donc des gens qui sont plutôt qui parfois pourraient faire du stand-up, parfois qui en font même et ils ont la réplique juste au bon moment. C'est souvent eux qui vont attirer les faveurs du public, qui vont être les étoilés des matchs. Dans les matchs, il y a des étoiles du meilleur joueur et tout des fois. Et donc voilà, les punchers, c'est souvent eux, à tort, parce que les constructeurs en mériteraient autant, sauf qu'on les voit moins, ils sont un peu plus dans l'ombre, quoi. Voilà, et on va tous avoir ces facettes-là, et on va avoir une dominante. Et le piège, c'est de se retrouver un peu trop catalogué, de se dire, un tel, quand il monte sur scène, on va lui faire confiance pour construire l'histoire. Sauf qu'un tel, il a peut-être pas envie, ou elle a peut-être pas envie de rentrer pour faire de la construction, elle veut peut-être faire un personnage à ce moment-là. Donc c'est bien de connaître nos forces, mais c'est bien aussi de se laisser la place d'explorer les autres facettes et de les travailler en permanence. Comme on pourrait être défenseur ou attaquant ou au milieu, mais on kiffe être au goal de temps en temps, c'est un peu comparable à ça. Voilà. Et pour construire une scène, on va tous avoir ces facettes-là. Et parfois, à la fin du spectacle, on va savoir dire à quelqu'un, toi, t'as construit, J'ai l'exemple d'un spectacle hier que donc j'étais un peu maître du jeu, donc c'est un jeu de rôle improvisé, justement. Et donc je suivais ça d'extérieur. Et ma copine, en l'occurrence, qui jouait, puisque du coup, ma copine est aussi improvisatrice, et du coup, je lui dire à la fin du spectacle, là, t'as construit à tel moment, c'est toi qui as emmené les éléments, qui les a sortis de la panade et qui a relié tel élément à tel élément.
dans l'histoire pour faire avancer. Et donc c'est bien de se le dire ça aussi des fois. Dire à tel moment, t'as été telle facette de ton comédien. Et t'arrives à déterminer qu'est-ce que c'est toi de ta facette dominante? Je pense que oui, je suis plutôt constructeur. J'ai beaucoup aimé finir les impros. Genre trouver comment on boucle la boucle, quoi. J'adore ça. Je suis assez... je pense que je suis un peu puncher. Donc j'aime bien... souvent, c'est les bons mots qui vont me faire rire ou les personnages qui ont un peu une dominante, un peu un télo dans l'âme, quoi. Et donc j'aime bien faire ça. J'aime bien le voir et j'aime bien le faire. Et donc du coup, ça donne souvent des petites punchlines qu'on va pouvoir retenir. Voilà. Mais ce que j'aime le plus travailler, c'est paradoxalement le reste. C'est-à-dire j'aime beaucoup travailler la relation, j'aime beaucoup travailler essayer de creuser les personnages. Voilà, donc mes deux dominantes, je dirais que c'est ça. C'est peut-être de la construction et un peu de punch et du verbe, quoi. T'en as parlé un petit peu tout à l'heure du fait qu'aujourd'hui, tu travailles pas dans l'univers du théâtre et ça te fait pas spécialement envie. Est-ce que tu arrives à savoir déjà ce qui fait que tu as vraiment besoin de faire la séparation entre les deux, hein? Le simple fait que quand t'es obligé de gagner ta vie avec, tu vas un peu plus y mettre un rapport d'urgence et un rapport vital, et ça peut couper ton plaisir. C'est peut-être une erreur de dire ça, parce que j'ai entendu plein de pros dire que c'était pas forcément le cas. Donc il y a ça, il y a l'aspect un peu compromission, c'est-à-dire que souvent tu vas devoir faire des spectacles qui te plaisent un peu moins, donc tu vas te détacher un peu de ton plaisir, je pense, à certains moments. Et le dernier truc, c'est que c'est le rapport à l'ego. Je pense que c'est un domaine qui m'aurait rendu pas bien, humainement parlant. C'est-à-dire que comme tu deviens professionnel, t'as un peu une obligation à briller. Et cette obligation à briller, elle va te faire courir après ta propre performance. Et en impro, il n'y a pas pire manière d'être bon improvisateur que de rechercher la performance à tout prix. Et je pense que j'aurais été addict à ça. Si devenir pro parce que je me trouve bon. Donc devenir pro, c'est déjà avouer que tu te trouves bon. Donc c'est déjà un pas qui me semble... tout le monde ne peut pas le faire. Et voilà. Et en plus de ça, j'aurais couru après ça et j'aurais peut-être mal vécu de voir des gens que je considère meilleurs que moi. Et du coup, j'aurais peut-être... ça m'aurait confronté à une phase de moi-même que j'ai appris à dompter autrement. Et du coup... je trouve ça sain par rapport à ma vie de me dire je suis pas professionnel. Peut-être que je changerai de discours complètement et qu'un jour j'ai déjà été payé pour jouer, mais je l'ai pas mal vécu. Voilà. Je suis payé pour donner des ateliers et je le vis moins mal qu'avant parce qu'il y a toujours un problème de légitimité, mais au bout d'un moment ça va parce qu'il y a un rapport travail derrière, on prépare son truc. Mais pour l'instant j'ai ce rapport-là, ce truc-là je pense que quand tu fais un métier artistique lié à la scène et que t'es jeune, je pense que tu te confrontes à une partie d'ego qui peut être compliquée à gérer. Et qu'il y a des montées très fortes et des chutes qui peuvent être peut-être compliquées, quoi. Voilà, où tu te remets un peu en question. Donc j'ai pas envie de vivre ça. Et de manière plus générale, c'est quoi ton point de vue sur la relation entre travail et passion? Est-ce que c'est compatible selon toi de vivre de sa passion tout en lui laissant justement ce caractère passionnel? Ou est-ce que selon toi, le côté justement enjeu, responsabilité, devoir vient entacher la passion? Je sais pas. Je pense que ça dépend beaucoup des gens et de la frontière que eux-mêmes placent entre les deux. Par rapport à moi, la manière dont je pense aujourd'hui, c'est compliqué, pour les raisons que j'ai expliquées, mais je suis pas dans la tête des autres et je pense que c'est tout à fait possible pour certaines personnes d'allier passion et travail, et même d'en faire un objectif de vie. Moi, j'ai la chance d'avoir un boulot par ailleurs qui m'intéresse et que je trouve utile sur plein d'aspects et tout ça, et qui me laisse en plus du temps libre pour pratiquer ma passion. Et pour moi, c'est ça le meilleur équilibre, donc je cherche pas l'autre. Donc j'ai pas vraiment d'avis tranché sur la question. Je pense qu'il y a autant de réponses que de personnes à ça. Est-ce que tu as des références de comédiens, pro ou non, qui t'inspirent particulièrement? Dans l'impro? Ouais, plus spécifiquement en impro et Plus après spécifiquement d'autres en si tu impro. veux. J'ai cité Nabla Leviste. Je pourrais citer en improvisateur, il y en a plein, mais que j'ai vraiment apprécié voir jouer. Thierry Bilisco, qui est un improvisateur aussi comédien assez renommé, que j'ai beaucoup de plaisir à voir jouer. Et aussi, on est aussi entaché par le rapport qu'on a
enseignant-élève, puisque c'est des gens, des fois qu'on est amené à... C'est ça qui est cool avec l'impro, c'est que tu peux vite croiser tes idoles, souvent. Ok, Et t'as donc, fait des ateliers ouais. avec lui. Et du coup, souvent, on finit par mélanger un peu le rapport à l'impro qu'on apprend à voir en les voyant enseigner aussi et en voyant les tips qu'ils vont donner et tout ça. Je pense à une fille que j'ai vue très récemment, Anaëlle Tribou-Dubois, qui est une comédienne aussi d'improvisation qui est excellente. Je vais en oublier plein d'autres, mais voilà. Et dans ceux que tu m'as cités, là, c'est quoi qui fait que leur nom pop comme ça? C'est quoi ce qui se démarque chez eux particulièrement? Le premier que j'ai cité, Nabla Levist, c'est son rapport à l'impro et l'honnêteté qui transparaît dans sa manière de décrire l'improvisation sur ce rapport à l'imprévu et à l'erreur et tout ça, et à le faire lui-même en jeu, parce que parfois on peut avoir une très grosse incohérence entre ce que disent des comédiens en tant que prof, si je puis dire, et leur pratique du jeu. Lui, je trouve en tout cas qu'il y a une très forte cohérence là-dedans. On le voit s'amuser. C'est bête à dire, hein. C'est pas... ouais, il est super interprète, si aussi, mais en fait, ce qui marque le plus chez lui, c'est qu'on le voit s'amuser, premier degré. Et donc du coup, ça c'est trop bien, quoi. C'est de voir quelqu'un s'éclater et être en plus juste dans ses propositions de jeu, ça en fait un bon improvisateur souvent. Thierry Bilisco, le deuxième, ça avait plus une forme d'exigence où quand vraiment tu le vois commenter une impro, il est très très exigeant. Enfin, très très exigeant. Et c'est juste qu'il va arriver à... Tu vas jouer une scène, elle va moins marcher, et il va te dire, ta scène, elle marche moins à cause de ce moment-là. Et c'est vrai. C'est-à-dire que, voilà, on pointe le truc du doigt, et c'est de suite évident. Enfin, il a une intelligence du jeu comme ça qui se transparaît beaucoup. Et pareil, en jeu, je l'ai trop peu vu jouer, malheureusement, mais j'ai l'impression qu'il l'applique beaucoup, qu'il est beaucoup dans le... Il prend le temps de laisser les scènes s'installer. Il joue beaucoup les silences. Il a aussi une prestance. Il a un jeu très théâtral qui fait plaisir à voir en impro. Donc vraiment, il va pas hésiter à jouer des silences, des trucs qui sont très nuancés. Il va prendre le temps de la parole. Là où en impro, ça va toujours à 2000 à l'heure, souvent. Et la dernière que j'ai citée, mais il y en aurait plein d'autres. Anaëlle Tribou-Dubois. Elle, je l'ai vue jouer récemment, et elle a une espèce de subtilité de jeu qui est très très plaisante à écouter et à voir. Pareil, c'est des scènes qui s'installent doucement, qui sont très basées sur le relationnel, parfois un peu avec un truc un peu absurde, mais très poétique, et c'est dur à expliquer, mais ça marche, quoi. C'est juste, c'est un peu évident. Et après, j'ai des exemples qui sont aussi des copains, une super comédienne qui est à Bordeaux qui s'appelle Gloria Dakeja, qui pareil est une joueuse excellente et qui en plus à aucun moment ne peut être soupçonnée de tirer la couverture à elle. C'est vraiment quelqu'un qui joue pour la scène, qui va avoir un talent d'interprétation et une lecture de jeu qui est très forte. En fait, beaucoup de copains avec qui je joue sont aussi des exemples. J'ai un copain, Lucas. C'est un excellent joueur, je trouve, de personnage, justement. C'est-à-dire qu'il a une capacité à jouer un perso auquel on croit instantanément, que peu de monde ont, je trouve. C'est-à-dire qu'il joue un perso et le perso est immédiatement crédible. Il existe. Je sais pas comment dire. Voilà, donc voilà. On est beaucoup aussi admiratifs de ses amis en improvisation. C'est ça qui est cool, quoi. Et on a plaisir à jouer avec des gens qui nous impressionnent un peu pour des trucs qu'on n'a pas, ou qu'on considère avoir moins. Si tu penses à tes tout débuts en impro, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta façon de pratiquer? Je parle pas des compétences que tu vas avoir acquises au fil des années, etc. Parce que ça, bien sûr, mais plus, on va dire, dans ta façon d'aborder ça, de vision du milieu, d'état d'esprit. Est-ce que tu arrives à savoir ce qui a le plus évolué là-dedans? Ouais, être vraiment dans on va dire la posture avec laquelle j'aborde le truc, ou justement un rapport qui tire de plus en plus vers le collectif, de moins en moins vers le personnel. Alors j'ai toujours dit ça, mais à une époque, je pense pouvoir dire maintenant que je l'ai pas pensé sincèrement, complètement. Ça, je venais chercher quelque chose pour moi. Et maintenant, vraiment honnêtement, c'est moins le cas. Et le rapport à l'instantané, où en fait, j'ai commencé l'impro à une époque où il y avait beaucoup de ce qu'on appelle de caucus. Alors ça rejoint un peu la technique, ceci dit. En gros, il y a une période où on préparait un peu quand même, on se donnait les grandes lignes et tout. Et j'ai appris à aborder le truc comme vraiment un truc de l'instantané pur. C'est-à-dire, avant, je cherchais à avoir des idées. Maintenant, au contraire, je cherche à me faire confiance et à avoir la tête la plus vide possible. Donc un truc presque méditatif, en fait, où je vide mon esprit pour que le spontané sorte. Et j'ai appris à faire confiance à cette part de moi spontanée et à lui laisser les clés parce qu'elle est hautement plus douée que moi qui contrôle le truc. Donc ça, c'est un gros changement
qui lie la technique, mais aussi un peu le mental de apprendre à faire confiance à celui qu'on est sans intellect, sans réfléchir. Et si on se projette un peu dans le passé encore, qu'est-ce que tu dirais au Thibaut d'il y a 15 ans, qui démarre juste, qui est vraiment au tout début de la découverte de l'impro? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense que je me tairais pour lui faire exactement le parcours, parce que savoir certaines choses que j'ai su après, on a beau... En fait, tous les trucs que je te dis là aujourd'hui, on me les a dit avant. Mais comme beaucoup de choses dans la vie, pour les intégrer, il faut que tu les expérimentes, que tu fasses l'erreur et que c'est pas le tout d'entendre un message pour le comprendre. Donc, au contraire, je pense qu'un débutant, il faut lui laisser faire son parcours et c'est l'aventure qui fait le truc, quoi. Donc, non, risquer de lui dire un truc risquerait d'annuler de casser le multivers et de casser cette timeline qui était très bien en somme. Donc, non, je dirais rien. Est-ce qu'aujourd'hui, t'arriverais à dire si t'as d'autres passions en dehors de l'impro? Et ouais, qui sont toutes un peu liées au storytelling, au fait de raconter des histoires. Donc, il y a le jeu de rôle dont on a un peu parlé. J'aime beaucoup le cinéma, mais en tant que spectateur. La lecture, aussi, la lecture et l'écriture. Mais surtout la lecture, voilà. Et l'écriture beaucoup, mais voilà, le jeu de rôle, je l'ai expliqué tout à l'heure, est lié. Et le jeu vidéo aussi, qui aujourd'hui est toujours très dévalorisé dans les discours publics, alors que des bijoux d'écriture d'histoire et de manière d'impliquer le spectateur dans l'écriture de cette histoire ont été faits dans ce domaine-là. Et c'est un domaine qui permet des choses que ne peut pas... Enfin, il y a des implications émotionnelles qui sont possibles dans le jeu, qui ne sont pas possibles à telle échelle dans le cinéma ou dans les séries. Et donc, voilà, je joue autant que possible. Et je joue à des jeux qui racontent des histoires dont je me souviens beaucoup et qui m'ont marqué. Donc, ouais, c'est un peu là mes autres passions. T'as des exemples de titres de jeux vidéo que tu voudrais partager sur un moment, qui sont pour toi, qui méritent d'être expérimentés? Ah putain, je vais essayer de pas me louper. Alors, un de mes jeux préférés est The Last of Us, pour l'aspect écriture, donc c'est vraiment une histoire relationnelle dans un univers qui n'est qu'un prétexte à une histoire qui est très très forte, je trouve. Il y a une série depuis que je n'ai pas vue, qui apparemment est plutôt fidèle, mais voilà. Le jeu, en tout cas, procure des sensations très fortes. Un de mes jeux préférés des dernières années, qui est un lieu commun pour ceux qui jouent un peu, c'est Outer Wilds, qui est un truc d'exploration et d'énigmes et de... Un bijou. Un bijou, Franchement, voilà. c'est un bijou. Ouais. Un petit bijou voilà. Et en truc narratif, je suis sûr que j'en ai plein que j'oublie. Mais voilà, des jeux comme ça qui racontent une histoire et des jeux qui font confiance aux joueurs pour... je sais pas comment dire. En fait, le jeu a cette particularité de décrire un truc. Et là, le jeu de rôle et le jeu vidéo se retrouvent. T'écris un truc et t'es un génie quand tu fais confiance aux joueurs pour écrire une autre partie du truc. C'est-à-dire que toi, t'as ton histoire en tant que scénariste, mais le joueur, il va y mêler un peu de ce qu'il est et il va vivre sa propre histoire. Et il y a plein de jeux, des très bons jeux, qui vont faire qu'un joueur ou un autre, ils auront vécu le même jeu, il y aura des trucs communs qu'ils auront ressentis, mais ils auront vécu leur propre histoire chacun dedans. Et ça, on retrouve un peu d'éléments communs avec l'impro, c'est-à-dire c'est très propre au joueur de mettre un peu de ce qu'il est dans la manière dont il joue, dans les choix qu'il va faire et tout ça, dans les ressentis qu'il va avoir, dans ce qui va le toucher ou pas. Donc voilà, le jeu vidéo est trop injustement décrié parce qu'il y a des scénaristes de génie là-dedans, des compositeurs, enfin voilà. Donc voilà, ça me plaît beaucoup, ouais. T'as joué à Prey? Non. Ok. C'est noté. C'est un de mes jeux préférés. C'est noté, ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter sur le sujet de l'impro, que j'aurais oublié de te demander, une question que tu aurais aimé que je te pose et où je suis passée à côté? J'aurais une réponse à cette question beaucoup trop tard, donc D'accord. pas là. Mais j'aimerais juste revenir sur le truc on a beaucoup parlé de technique, de rapport et tout ça, et finalement de dire aux gens qui écouteraient là que c'est finalement quelque chose qui raconte vraiment des histoires. Donc c'est vraiment un truc de... Ouais, ça reste comme du théâtre, c'est-à-dire le cœur du truc, c'est qu'on raconte des histoires. Ça va être très flou ce que je vais dire, mais c'est quand même le but final du truc, quoi. C'est de faire vivre quelque chose aux gens et de le partager avec eux et d'avoir le seul art possible où les gens qui écrivent l'histoire la découvrent en même temps que les gens qui y assistent. C'est un peu unique et pour moi, c'est un peu un des rares trucs qui sont pas trop menacés par les problématiques d'intelligence artificielle, le rapport à la création qu'on peut avoir et les questions qu'on peut se poser pour plus tard.
C'est un peu un truc pur là-dedans, dans son imperfection et dans le caractère instantané que ça. Donc, ouais, j'espère qu'on n'aura pas trop perdu les gens à parler de trucs trop techniques où j'ai du mal à ressentir ce que j'ai pu faire passer dans ce que je dis. Mais en gros, c'est ça la conclusion, c'est ça raconte des histoires et ça montre des gens en train de raconter des histoires. Et voilà. Merci beaucoup. Ben, de rien. Je sais pas si par hasard t'as envie de donner le nom de ta troupe pour donner de la visibilité ou donner envie aux gens de la région bordelaise, ou si tu préfères... Non, au contraire, avec plaisir. Du coup, ma troupe principale, on va dire, celle qui m'a vraiment formé en plus grande partie, elle s'appelle la ciguë, donc comme la plante, avec une faute sur le tréma, parce que le tréma est sur le U, alors que normalement, je crois que c'est pas le cas. Bref. Je joue un spectacle qui s'appelle The Boss. Alors, c'est pas un truc ego trip, enfin, on est plusieurs et en gros, on surjoue une entreprise où on doit élire un manager, un super boss, quoi, parmi les managers qui sont proposés. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle The Boss et c'est assez fun. C'est un peu un labo d'improvisation où, en fait, on possède un quart d'heure dans le spectacle, chacun. Et pendant ce quart d'heure-là, on fait faire aux autres ce qu'on veut. Et ils sont pas prévenus. Et du coup, ça donne des trucs qui peuvent être complètement foirés, mais des trucs qui peuvent être trop bien, dont on se parle encore. Donc, voilà, on joue ça beaucoup à Bordeaux. Pendant combien de temps encore vous jouez ce spectacle ? Ça reprendra l'an prochain. Ok. Voilà, on joue beaucoup dans un théâtre qui s'appelle l'Improvidence, qui est un peu un des lieux de l'impro à Bordeaux où c'est que de l'impro qui passe, donc c'est un bon moyen de commencer à regarder des spectacles. Voilà, c'est déjà pas mal. Ok. C'est déjà pas mal. Ouais. En tout cas, donc, comme je te l'avais expliqué un peu en amont de l'enregistrement, mon but aussi avec le podcast, c'est d'aller un peu à la rencontre, à la découverte de l'univers des personnes que j'interviewe. Le théâtre, j'ai déjà testé, moi, il y a quelques années de ça, pendant plusieurs années. Mais par contre, j'ai très, très, très envie de revenir te voir jouer, du coup. Bah, Si bien. t'es d'accord. Bah, bien sûr, avec plaisir. Et j'ai vraiment, vraiment, tout le long, je me suis dit, mais j'ai trop... Parce que je t'ai vu jouer plusieurs fois, mais ça remonte à il y a très longtemps. Ouais. Et c'était pas forcément dans les conditions d'impro comme là, etc. Et Je croyais que t'allais dire que c'était pas forcément ouf. Et du coup, c'était pas. Ouais, bon, ouais. Non, Mais mais oui, franchement. reviens. Et puis en plus, il y a aussi le fait où les dernières fois où je t'ai vu jouer, on jouait ensemble en fait. Oui. Et donc j'en gardais trop bons souvenirs, bien sûr. Mais là, j'ai vraiment très très envie, en tout cas, de venir te voir jouer. Donc je le ferai. En off, on va s'en parler. Ok. Et si le spectacle est bien, et c'est le cas de peut-être des gens qui nous écouteront, un bon spectacle d'impro, c'est un spectacle qui donne envie aux gens de monter sur scène aussi. De dire ça a l'air trop cool ce que vous faites, j'ai envie de jouer avec vous. Un peu comme quand t'es petit et que tu regardes ton petit voisin qui joue avec sa sœur et que tu dis putain, ça a l'air trop bien ce que vous êtes en train de faire, j'ai envie de venir jouer avec vous. Donc voilà, peut-être que ça te relancera aussi. On verra. Ça fait longtemps que j'ai arrêté, donc je sais pas. On verra, mais en tout cas, je viendrai, c'est promis. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Si à n'importe quel moment, un jour, tu as envie de parler d'une autre passion ou de faire un update dans un an, de reparler de tout ça, de faire même un tout petit épisode un peu pour réajuster ou un épisode bonus si tu as d'autres choses à parler, c'est avec plaisir. C'était trop bien. C'était très très bien. Et ce sera C'est passé très vite. Il est tard, mais c'est probablement l'épisode le plus long. Oh là là, ouais, ok. Voilà. Bon, mais faut raccourcir peut-être parce qu'on a... Merci à vous de nous avoir accompagnés pendant cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu et vous a donné envie de découvrir d'autres passions et même pourquoi pas de venir parler de la vôtre. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager et de lui mettre 5 étoiles. C'est la meilleure façon de lui donner de la visibilité. Pensez également à suivre la page Instagram de Passionné pour ne rien manquer. On se retrouve dans un mois pour le prochain épisode. En attendant, je vous dis à très vite, restez curieux et surtout passionnés.